et doctorants, chers collègues et chers amis, lorsqu'Anita Gonzalez-Raymond, directrice de l'ED 58, m'a demandé il y a quelque temps d'animer une table ronde à l'occasion de l'organisation d'une école d'été sur l'éthique, j'ai accepté sans aucune hésitation, sans doute avec un brin de légèreté, mais en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme. Et cet enthousiasme ne s'est pas altéré au fur et à mesure de la construction du programme d'Ethicum. Et je voudrais dire toute l'admiration que j'éprouve pour cette école d'été et tout le plaisir que je ressens à être ici parmi vous aujourd'hui. Alors un plaisir d'abord bien sûr personnel de retrouver des collègues avec lesquels j'ai partagé et je partage encore une grande complicité intellectuelle. Mais un plaisir plus sérieusement peut-être lié également au thème exploré, l'éthique, qui traverse sans zébrure tous les champs disciplinaires, mais également aujourd'hui tout le champ social. Tous les chercheurs déjà, que nous sommes, que vous êtes, sont confrontés à la question éthique, ne serait-ce qu'à travers le problème de l'intégrité scientifique qui ressort à l'éthique de notre profession. Entre publish or perish, course au financement, le chercheur se voit plongé dans une compétition exacerbée qui n'échappe pas aux soupçons de fraude. Petite anecdote et expérience personnelle récente, lors d'un colloque interdisciplinaire que j'organisais à l'Université de Strasbourg il y a quelques mois, j'avais invité au titre des conférenciers prestigieux un physicien très médiatique, extrêmement connu. Je tairai son nom. La conférence de ce physicien fut parfaite, brillante, accessible, bref, un vrai bonheur. Gâché quelque temps plus tard par la révélation de ses nombreux plagiats et autres atteintes à l'intégrité scientifique, mis évidemment par lui sur le compte des étourderies matérielles ou informatiques. Je rappellerai également que l'un des symposiums de la 5e conférence sur l'intégrité scientifique qui s'est tenue à Amsterdam en mai 2017 posait la question suivante: quel est le problème majeur auquel vous faites face en éthique et quel changement pour l'innovation ou la motivation pourrait améliorer le comportement éthique? Si l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche constituent des enjeux fondamentaux pour notre profession, chercheurs seniors que nous sommes, chercheurs juniors que vous êtes, toutefois, aucune sphère n'échappe au questionnement éthique. Il y a les soupçons de corruption, la mise à jour de conflits d'intérêts, certes, mais aussi, surtout, les évolutions rapides de nos sociétés, liées notamment, mais pas seulement, aux nouvelles technologies, au progrès de la médecine, soulèvent sans cesse de nouvelles questions d'ordre éthique qui nous interpellent, toutes et tous, quelle que soit notre discipline ou notre domaine d'intervention. Cette table ronde consacrée aux frontières de l'éthique par le panel d'intervenants de très haute qualité qu'elle réunit atteste à la fois de la diversité des questions éthiques qui peuvent se poser, mais également des nouveaux lieux de la confrontation. En témoigne parmi nous la présence de Madame Ghislaine Prost, déléguée éthique et sécurité du patrimoine du groupe Enedis. Madame Prost vous parlera du groupe Enedis, juste pour savoir, c'est ex-ERDF. L'éthique pénètre donc les grandes entreprises avec des contraintes qui sont propres évidemment à l'entité, mais qui n'empêchent pas celles et ceux en charge de ces questions de s'interroger sur l'agir éthiquement. Alors bien évidemment, l'éthique concerne de manière historique les sciences de la vie et de la santé, particulièrement la médecine, et toutes les questions de nature existentielle que soulève son exercice. Le professeur Jacques Mercier nous fera part de son expérience de médecin, mais aussi de chercheur dans ce domaine, puisque M. Mercier dirige une unité de recherche. Mais je pense que tu nous feras part, Jacques, de ce que tu as mis en place à l'Université de Montpellier sur l'intégrité scientifique et que dans toutes nos universités, nous essayons de mettre en place. Ghislaine Prost et Jacques Mercier déclineront donc le premier temps de cette table ronde que j'ai intitulée « Frontières de l'éthique
et pratiques professionnelles. Le deuxième temps de la première partie de notre table ronde sera consacré à réfléchir aux questions éthiques soulevées par l'introduction, voire l'intrusion, l'invasion du numérique dans nos vies, tracé au travail, suivi lors de nos déplacements, guidé dans nos achats, à parier avec la meilleure personne sur les sites de rencontres, nous nous inscrivons de plus en plus fréquemment dans les rails des algorithmes, au sujet desquels on peut notamment se poser la question de leur neutralité. Alain Foucaran, qui dirige l'Institut d'électronique et des systèmes, nous entretiendra de ces différents sujets. François Péréa, délégué au numérique à l'Université Paul Valéry et directeur de l'Institut des technosciences de l'information et de la communication, vous prie d'excuser son absence ce matin, mais Alain Foucaran et François Péréa ont l'habitude de travailler ensemble et donc ils se sont mis d'accord pour ce matin. Enfin, il n'est pas de débat sur l'éthique sans aborder la question fondamentale du care, désignant tout à la fois, je cite, une attitude d'attention au contexte, une capacité à percevoir l'autre dans sa singularité, une préoccupation pour son bien-être et un travail consistant à prendre soin de lui. Ce que dans mon vocabulaire de juriste, je traduirais par de la bienveillance. Le care et son lien indissociable avec la vulnérabilité qui, selon Martha Nussbaum, définit l'être humain avec la capacité. Pour ouvrir le débat sur cette question, nous avons avec nous deux spécialistes, Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l'Université Paris 8 et auteur notamment de l'éthique du care, et François Viala, professeur de droit, éminent spécialiste de droit de la santé, que je retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors avant de donner la parole à nos intervenants, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné je me taise, je tiens à remercier infiniment Anita Gonzalez-Raymond pour cette belle invitation à débattre d'une question qui me préoccupe depuis longtemps, comme chercheur, comme directrice d'unité, mais également comme citoyenne. Et je remercie d'ores et déjà, très chaleureusement, celles et ceux qui, autour de moi, vont contribuer à nourrir la réflexion sur les frontières de l'éthique, dont je vous ai proposé, dans un souci organisationnel, qu'elle se décline donc en 3 temps: frontières de l'éthique et pratiques professionnelles, frontières de l'éthique et nouvelles technologies, et enfin, l'éthique du care. Chaque intervenant dispose de 10 minutes, sauf Alain, qui pourra avoir un tout petit peu plus de temps, afin que nous puissions discuter avec vous, interagir sur ces questions éthiques. Et donc, je vais devoir faire aussi gardienne du temps. Et je vais tout de suite passer la parole à Ghislaine Prost. Alors Ghislaine, je suis ravie de vous revoir à Montpellier. Nous nous sommes vus il y a quelque temps à Strasbourg, à l'occasion d'un colloque que j'organisais sur la laïcité. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années lorsque vous m'avez déjà sollicité sur les questions de radicalisation religieuse, puisque ma tasse de thé, c'est le droit et les religions. Et puis, quelques temps plus tard, nous avons travaillé ensemble sur le fait religieux dans l'entreprise et j'ai pu découvrir avec admiration à cette occasion votre façon de travailler et de vous entourer pour décliner toutes ces questions. Merci Ghislaine et c'est à vous. Voilà, donc peut-être que la diapositive va nous faire le plaisir de s'afficher. Toujours est-il que si vous avez des questions sur Enedis, j'y répondrai avec plaisir. Enedis est une entreprise de service public, c'est une entreprise de droit privé qui exerce des missions de service public. Elle est gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité sur 95% du territoire métropolitain. Ce réseau appartient aux autorités concédantes, c'est-à-dire aux communes et aux communautés de communes, qui lui confient la gestion dans le cadre de contrats de concession. Dans le cadre de ce contrat, Enedis développe ce réseau, l'exploite, le modernise et gère l'ensemble des données qui y sont associées. C'est une entreprise qui est indépendante des fournisseurs d'électricité, qui, eux, sont chargés de la vente et de la gestion des contrats. Elle assure les raccordements, les dépannages, le relevé des compteurs, toutes les interventions techniques et notamment, elle intervient en cas de crise climatique. Donc la délégation à l'éthique
à la conformité et à la sécurité du patrimoine dont j'ai la responsabilité est rattachée au secrétariat général. C'est donc une structure transverse. Je pourrais en détailler les missions si vous le souhaitez. Revenons à l'éthique et l'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le déploiement de l'éthique dans l'entreprise se heurte à de puissants effets contraires. Je parle d'effets contraires ou plutôt d'effets de résistance pour ne pas porter de jugement. Le premier, les réglementations internationales, nationales, sectorielles. Il est évident que dans un contexte réglementaire dense, la tentation est grande d'assimiler l'éthique au seul impératif de suivre les règles. C'est une approche par les risques. Cependant, l'éthique n'est pas réductible à l'ajustement des comportements et des points de vue sur les règles. Il est difficile de faire émerger une autre idée de l'éthique, une pensée élargie, plus épanouissante que normative. Autre point, la diversité des populations et des points de vue. Enedis, ce sont 36 000 salariés, 1 700 recrutements à l'année, 36 millions de clients, autant dire une multiplicité de points de vue et des lectures de l'éthique. La politique éthique de l'entreprise doit tenir compte de cette diversité. Sans me risquer sur un terrain qui n'est pas le mien, celui de la philosophie, je ne puis que constater que les idées des philosophes divergent aussi, ce qui rend la prise en compte de la diversité des points de vue des salariés d'autant plus difficile. Divergence des points de vue, divergence des idées, des managers, des philosophes. Est-ce à dire que la délégation est condamnée à l'inertie? Non, bien évidemment. À cette diversité des points de vue s'ajoutent les réflexions éthiques telles qu'elles peuvent être menées au sein de l'entreprise par ces différentes directions, celle des ressources humaines, celle des affaires publiques, des achats, etc. Et en dehors de l'entreprise, par ces différentes parties prenantes que sont les collectivités, les fournisseurs, les entreprises clientes, qui peuvent elles-mêmes être dotées d'une charte éthique. Évidemment, ce fractionnement, cet émiettement de l'éthique ne facilite pas la tâche. Autre résistance, celle relative au périmètre de l'éthique, aux frontières de l'éthique, sujet de cette table ronde. En entreprise, comme dans d'autres milieux, ce qui était jugé acceptable hier ne le sera plus aujourd'hui. Ce qui est inacceptable en France, dans le cadre d'une relation commerciale par exemple, pourra être toléré dans d'autres pays. La frontière de l'éthique est fluctuante dans le temps et dans l'espace. Enedis compte des bataillons d'ingénieurs. Leur approche technique des problèmes, d'une alerte éthique par exemple, fait qu'ils seront naturellement... Hop, j'en profite, excusez-moi. Hop. Ils seront naturellement enclins à la traiter de façon procédurale. Pour garder cet exemple, bien des alertes sont rebelles à ce type d'évaluation. Le traitement de chacune est singulier, tissé de bienveillance, de disponibilité, de vulnérabilité. Il requiert une intelligence sensible du réel, une sorte de bienveillance relationnelle, toute une humanité à laquelle ne prédispose pas forcément la formation des ingénieurs. Évidemment, les ingénieurs ne sont pas dépourvus d'humanité, mais grande sera la tentation pour beaucoup de traiter un conflit éthique comme on gère un risque ou un dysfonctionnement selon une grille de critères. L'éthique ne se décrète pas, elle se construit en situation. Précisément, de quelle situation parle-t-on? Je me propose de vous donner un petit aperçu de ces situations en prenant l'exemple des alertes qui parviennent à la délégation avant de vous expliquer la méthode préconisée pour les traiter
en dépit des résistances que je viens d'évoquer. Un mot de cette diapositive, la classification est celle de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Pour notre réflexion, il est important de comprendre que le canal de saisie de l'alerte a une incidence sur son traitement comme sur son degré de confidentialité. L'alerte peut venir d'une sollicitation directe d'un salarié, d'un client ou d'une partie prenante. Elle peut découler de l'envoi d'une lettre d'un salarié, d'un élu, d'un ministère au président d'Enedis. Elle peut être transmise par un syndicat, elle peut transiter par un médecin du travail. Dans tous les cas, l'approche ne peut être que contextuelle. Lorsque la délégation est sollicitée, c'est la plupart des cas parce que localement, une difficulté n'a pas été résolue, que les protagonistes n'ont pas su la démêler et qu'elle s'est envenimée. C'est souvent qu'au commencement, cette situation a été analysée en termes étroits, avec la seule focale des risques. Concrètement, les managers redouteront la saisie de l'inspection du travail, celle du défenseur des droits, le risque de médiatisation, de procès, de levée de bouclier des syndicats, voire même de suicide. Il est temps pour moi de vous dire un mot de la méthode préconisée, agir éthiquement. Agir éthiquement, semblons ce qui semble être la palissade. Voyons ce qui semble être une lapalissade. C'est penser toute situation, alerte, processus, action, de façon la plus globale possible. C'est prendre en compte l'ensemble des dimensions et des acteurs impliqués dans la situation. Cette approche confère une qualité éthique aux décisions. Elle implique de se rendre disponible au point de vue de l'autre. Incidemment, la charte de déontologie d'Enedis se fait l'écho de cette méthode. Concrètement, l'approche est dite pronominale. Elle est directement inspirée des travaux du philosophe Marco Niadi, avec lequel j'ai le plaisir de travailler. Le traitement d'une alerte, par exemple, nécessite de recueillir l'ensemble des points de vue de toutes les personnes concernées par la situation de vulnérabilité, du je, la situation telle que la personne l'éprouve, par exemple celle qui est victime d'un harcèlement, du tu, la situation telle qu'un proche la partage, ça peut être un collègue ou un manager, du il, la situation telle que l'entreprise ou la société l'observe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée que le tu et le il se font de la situation de vulnérabilité conditionne en partie l'idée que le je se fait de sa propre situation. Un exemple. Un salarié je, peu à l'aise avec le numérique, se sentira doublement pénalisé si l'entreprise il s'engage dans la transformation numérique à marche forcée. Pourquoi ? D'une part, il n'est pas au niveau, et d'autre part, parce qu'il travaille dans un univers où le numérique est survalorisé. Pour lui, c'est la double peine. Toutes les entreprises sont confrontées à cette difficulté. En résumé, cette approche est réalisée en contexte, au cas par cas. Elle prend en compte l'ensemble des points de vue des personnes, elle met à jour et permet de comprendre leurs éventuelles interactions, elle facilite le diagnostic de la situation, elle est un gage de clarté et d'exhaustivité. Incidemment, elle conjugue la réflexion et l'action, ce qui, vu de l'entreprise, la rend plus acceptable parce que plus opérante. Qu'est-ce que cette démarche a changé dans l'entreprise ? Si le traitement, par exemple, des alertes éthiques peut s'enorgueillir de quelques réussites, avouons que ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Les alertes, tout comme les réflexions prospectives engagées par la délégation, sont autant d'opportunités pour infuser dans l'entreprise les principes de l'agir éthiquement dans ses pratiques à petits pas. Les modalités de traitement des alertes sont partagées au cas par cas
par les personnes qui les lancent. Chaque nouveau dossier s'ouvre en informant l'ensemble des parties prenantes de la méthode et en la déployant collégialement. Cette approche développe la confiance, qui elle-même engendre la motivation. Confiance et motivation sont, dans l'entreprise, source d'épanouissement et d'accomplissement professionnel, donc de performance. De ce point de vue, le projet industriel d'Enedis, qui s'intitule « Plus loin ensemble », facilite cette approche. Je terminerai en vous disant que ce travail, dont le sens se précise au fil des mois, participe à la construction à bas bruit d'un « nous ». Il esquisse les contours non pas tant d'une politique éthique que d'une méthode éthique, laquelle méthode préconise justement de prendre en compte l'ensemble des points de vue, de nouer le nous en agissant éthiquement. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup Ghislaine, merci infiniment. Alors on retient nouer le nous, je trouve que c'est magnifique comme expression. Et sur la démarche adoptée, alors vous avez effectivement cité Marc Ognadi, avec lequel j'ai eu aussi la chance de travailler. Je crois que cet après-midi, il y a un atelier auquel évidemment j'engage les doctorants à assister, où vous allez encore plus décliner cette démarche que vous avez mise en œuvre, notamment sur le handicap et notamment sur la religion. Avec évidemment une autre préoccupation qu'on a aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Et avec Fleur Laranze, hein, qui est là-haut, donc qui est ma collègue strasbourgeoise et qui travaille aussi dans mon unité. Voilà, vous avez parlé de cette approche pronominale que j'ai trouvée extrêmement intéressante aussi quand on a travaillé ensemble. Et je crois que là, d'ailleurs, tout à l'heure, aussi bien Fabienne Brugère que François pourront rebondir. Vous avez aussi évoqué les problèmes de l'intrusion du numérique dans l'entreprise, et ça, on va laisser faire Alain Foucaran, donc, qui dirige l'Institut d'électronique et des systèmes à l'Université de Montpellier. Ah, Jacques, oh pardon. Non, mais j'avais rebondi sur... Non, excusez-moi, donc c'est Jacques Mercier, le professeur Mercier, que je remercie vraiment très très vivement d'être là, parce que nous savons tous qu'il a un emploi du temps très contraint, donc qui va vous faire part à la fois de l'éthique de la recherche. Il est très préoccupé par les questions d'intégrité scientifique, et également en tant que chercheur, directeur d'unité, et puis surtout aussi l'éthique médicale quand même un petit peu, hein, parce que tu es médecin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, emploi du temps chargé, tout le monde a des emplois du temps chargés, pas plus moi que d'autres. Donc merci à Vincent Fortier pour cette invitation et à Anita Gonzalez-Raymond de l'ED58. Ça me fait plaisir, en plus ça fait plaisir de voir qu'il y a 3 personnes qui sont autour de cette table ronde, qui sont de l'Université de Montpellier, ce qui montre que les 2 universités de Montpellier savent travailler ensemble, contrairement à ce que parfois certaines personnes s'acharnent à dire, et que c'est pas ce qui se passe. Et donc c'est vraiment un grand plaisir que quand on m'a demandé de participer à cette université d'été, j'ai accepté, même si j'ai quand même un peu hésité, parce que je me suis dit, boula, l'éthique, c'est pas trop ma tasse de thé au quotidien. Et Vincent m'a dit, ce qu'on te demande, c'est tout simplement de donner ta vision de ma foi, comment tu es confronté à des aspects éthiques dans ta vie professionnelle et dans tes activités au sein de l'université. Donc c'est ce que je vais essayer de vous en faire part au cours de quelques minutes exposées de façon peut-être moins construite que Madame Prost, mais Vincent vous a dit, mon activité, bon, je suis médecin, je suis chercheur, je dirige un laboratoire de recherche, disons, un petit peu fondamental, et j'ai, depuis quelques années maintenant, les fonctions de vice-président en charge de la recherche à l'Université de Montpellier. Donc c'est à travers ça que je peux vous donner un petit peu ma vision et comment je pense être confronté à des aspects d'éthique et des aspects qui, pour moi, nécessairement abordent les problèmes d'intégrité scientifique.
Alors tout d'abord, sur le plan médical, j'aborderai pas l'aspect soins, puisque mon collègue François Viala prendra la parole sur ce sujet, et aussi Alain Foucara, je suppose, sur nouvelles technologies, objets connectés et autres, qui posent, à mon sens, un certain nombre de problèmes éthiques. Ma vision de médecin, c'est que, bien entendu, en médecine, il y a des problèmes éthiques dont vous entendez parler régulièrement. Je pense que nous sommes à la veille de réflexions nécessaires éthiques de plus en plus grandes. Au jour d'aujourd'hui, dans les labos, on commence à imprimer des organes. Avec des imprimantes 3D, on sait cultiver des cellules et on commence à fabriquer des organes. Je ne parle pas, ce sera peut-être abordé, sur des échanges d'organes de façon très très probablement critiquable, mais je ne vais pas aborder ces problèmes-là, mais pour vous dire qu'on est vraiment, à mon sens, à la veille de nécessaires réflexions de grande ampleur mondiale sur ces aspects éthiques. Moi, dans mon activité quotidienne, en tant que médecin hospitalier et chercheur, l'éthique, je la vis au quotidien chaque fois qu'on va faire un programme d'un protocole d'expérimentation chez l'humain, où maintenant en France les choses se sont bien régulées à travers ce qu'on appelle des comités de protection des personnes. On ne peut plus faire n'importe quoi. On est obligé bien sûr de s'assurer, on est obligé de soumettre nos protocoles à des comités d'éthique pour savoir si tel geste que l'on va réaliser chez des patients ou chez des sujets témoins est conforme. Dans ces comités d'éthique, qui sont de compositions diverses, puisqu'il y a des religieux, il y a des personnes publiques, des médecins, des non-médecins. Et donc, on soumet nos protocoles pour voir si, effectivement, les activités de recherche que l'on va mener sont conformes, effectivement, avec une éthique médicale. Donc ça, c'est au quotidien. Parfois, on râle, on est les premiers à râler parce qu'on dit on va avoir du mal à faire telle expérimentation parce que le comité d'éthique nous dit qu'on va peut-être un peu trop loin et qu'on ne respecte pas certaines choses. Mais ceci dit, ça nous paraît tout à fait nécessaire de respecter ces règles. Une difficulté, c'est qu'il y a inégalité dans le monde. Je m'explique. Quand j'étais en postdoc aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure autour d'un café, je voyais des expérimentations qui me paraissaient quand même bizarres, relativement agressives sur l'humain. Et donc je disais, mais comment vous arrivez vis-à-vis de vos comités d'éthique à faire ce genre d'expérimentation ? On m'a dit, bon, aux États-Unis, il suffit de bien choisir. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, de bien les payer. Et d'autre part, de bien s'assurer. Et avec ça, on peut faire des expérimentations et être très très invasif, agressif sur l'humain. Donc ça, j'ai pas de jugement moi à porter, même si je trouve que c'est quand même bien entendu excessif, mais ça introduit une inégalité parce que quand après on fait une recherche jugée internationalement sur le plan scientifique et que dans un pays comme le nôtre, on se limite et on respecte des règles que je qualifierais d'éthique et que dans d'autres cas ce n'est pas fait, eh bien il y a une rupture d'égalité et ça pose des problèmes dans les jugements scientifiques. Donc ça c'est déjà à mon sens un aspect. L'autre aspect sur les protocoles de recherche, et je ne veux pas, puisqu'en plus c'est enregistré, citer de noms de grands groupes pharmaceutiques et autres qui, quand on ne peut pas faire des choses chez nous, on va le faire dans des pays lointains où là on peut faire un peu n'importe quoi. Je pense qu'au niveau mondial, là aussi, il faudrait qu'il y ait une grande réflexion et que tout le monde s'accorde pour respecter ces règles éthiques. Un autre aspect que je voudrais aborder devant vous, puis je crois qu'après il y a une discussion, donc on pourra effectivement échanger sur les points que je lance. Dans ma vie de chercheur et de vice-président en charge de la recherche de l'université, je vous l'ai dit, pour moi l'éthique se rapproche des aspects d'intégrité scientifique. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur qui est en train, à mon avis, de grandir. Peut-être qu'on n'a pas bien vu pendant de nombreuses années, qu'on commence à mieux voir maintenant, mais de toute façon, je suis à peu près certain que ça s'amplifie. Dans l'intégrité scientifique, je place plusieurs points. Ça peut aller de choses, je ne veux pas dire qu'ils soient graves ou pas graves, je n'ai pas non plus à juger, mais ça peut aller j'allais dire, du simple plagiat d'un article, d'une thèse, du recopiage de X% d'un document et qu'on essaie de publier à son nom. Ça pose un problème. Est-ce qu'on est dans l'éthique dans ce cas-là? Je pense que non, effectivement. Et
à l'université de Montpellier, toutes les thèses sont passées à un logiciel anti-plagiat et on a de sacrées surprises. On a interdit des soutenances de thèse tout simplement parce que des doctorants avaient pompé les 3/4 de la thèse sur d'autres thèses, d'autres universités. C'est la même chose dans des articles scientifiques. Actuellement, des revues internationales scientifiques disent cet article, on ne le prend pas parce qu'il y a du plagiat et il y a même de l'auto-plagiat. C'est-à-dire qu'actuellement, la question qui se pose, c'est vous avez publié un article, est-ce que vous pouvez, de votre premier article, recopier des parties pour mettre dans un deuxième article où vous répétez, par exemple, une méthodologie et des choses comme ça. C'est compliqué parce que parfois, ça fera l'objet, je lance des idées de discussion. Hein. Donc ça, c'est effectivement un problème, mais je vous dis, on s'attache à ce problème-là. Cette histoire de plagiat dans d'autres universités au niveau international, ça se pratique. J'ai mon fils qui est parti finir ses études dans une université à Londres. Quand il a passé son diplôme de master, il m'a dit « Ah, ça va, ça passe, je suis qu'à 10% de plagiat. » Parce que le plagiat est inévitable. C'est-à-dire que quand vous faites un travail scientifique, que vous référez à d'autres documents scientifiques, inévitablement, vous récupérez des données. Et donc là, on est un petit peu dans cette difficulté, c'est complexe. Le deuxième point sur intégrité scientifique qui moi, m'interpelle, et sur le plan, bien entendu, éthique, c'est tout simplement, c'est trafiquer des données scientifiques. Il faut savoir que ça existe. Vous savez que d'un grand institut, je crois que c'est il y a 1 an et demi, au Karolinska, il y a quelqu'un qui avait publié des choses qui étaient complètement trafiquées. Il n'avait jamais démontré les hypothèses qu'il avait mentionnées. Le problème, c'est qu'il avait implanté des choses chez des patients et qui n'avaient jamais été vérifiées. Donc ça, c'est extrêmement gravissime. Mais il y a aussi un autre problème qui grimpe dans nos laboratoires, c'est effectivement, on va modifier une figure, on va modifier un schéma. Pourquoi ? Parce que y a 2 points qui tombent à un endroit qui nous embête, où il y a un résultat qui ne va pas exactement, parfaitement dans le sens qu'on attendait. Et ça, il faut savoir que malheureusement ça existe et on doit être extrêmement vigilant pour justement relever ces problèmes-là. Alors, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà essayer de savoir pourquoi peut-être ce genre de choses grandissait. Bon, bien entendu, il y a le truand, j'allais dire, de base, qui de nature peut-être va truander des résultats, ça doit pouvoir exister. Je pense quand même qu'on est dans un système qui, je ne dis pas qui pousse à ça, mais qui le favorise. Je pense que la pression des évaluations scientifiques, la pression devant les manques de financement et les difficultés peuvent faire qu'à un moment donné, il y en a qui franchissent la ligne rouge. Je discutais avec Mme Prost tout à l'heure, je disais, pour moi, c'est un peu le sportif où quand on est junior, il y en a 2 qui sont à peu près au même niveau, puis quand on passe professionnel, il y en a un qui se met à gagner toutes les courses, et il y en a un qui est dopé et l'autre qui ne l'est pas. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un postdoc qui est en train de passer des commissions, INSERM, CNRS, organismes de recherche qui sont hyper sélectives, et qui sait que s'il publie un papier, un article dans une grande revue scientifique, à l'issue, il va avoir un job ou un truc comme ça, je pense que si on est un peu fragile, on peut effectivement faire des bêtises. Si je vous le dis, c'est que j'ai eu à traiter ce genre de cas en tant que vice-président d'université, et c'est toujours dramatique. C'est toujours dramatique, pourquoi ? Parce que quand on le traite et qu'on pense à la personne, c'est une véritable catastrophe humaine. Donc on est face vraiment à une difficulté. Ça existe, ça s'amplifie et ça pose effectivement de sérieux problèmes. Troisième aspect que je voudrais vous dire sur l'aspect éthique et sur l'aspect intégrité scientifique, c'est la dénonciation. C'est quelque chose qui existe, ça aussi. Vous avez des sites, vous tapez sur Google PubPeer, vous avez des sites de dénonciation scientifique. Et ça pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire, il y a déjà des lanceurs d'alerte qui disent tel individu dans le monde, j'ai un doute sur ses résultats scientifiques. Ça, c'est le bon côté des choses. D'accord ? Mais ça peut être perverti. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire du mal à quelqu'un, vous le dénoncez. Et le temps que la personne se défende et prouve son innocence, on se trouve dans une complexité terrible. Je ne l'invente pas, ça existe. Vous allez là, j'ai vérifié, PubPeer fonctionne, vous verrez qu'il y a des gens qui dénoncent tel et tel article. Alors ça peut partir,
je ne veux pas parler de bons sentiments, mais de dire, voilà, je veux que la science reste de la science et qu'on soit dans les clous, mais ça peut quand même être extrêmement compliqué. Donc je vous alerte là-dessus, et je pense que ça nécessite, c'est une réflexion. Alors comme quand même je ne veux pas être trop long, parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent prendre la parole, Vincent vous a dit, les universités commencent... surtout, je pense, peut-être avant tout, les universités, j'allais dire, technologiques, de recherche, etc., se penchent sur ce problème. Et donc, moi, à l'université de Montpellier, j'ai créé... en fait, une charte d'intégrité scientifique que signent tous les doctorants, etc., et normalement que devraient signer tous les chercheurs, et on a monté une structure de veille et de contact. On a un chargé de mission intégrité scientifique, qui est une juriste, c'est Marie-Christine Sordino qui s'occupe de ça, et effectivement, cette cellule a déjà été activée à plusieurs reprises. Je l'ai réactivée hier parce qu'on a un problème d'intégrité scientifique et d'éthique. Puis des choses, par exemple, une équipe qui travaille ensemble. Alors dans nos domaines, vous savez, dans les domaines scientifiques, en général, il y a plusieurs auteurs dans un article. Puis là, l'article, il est soumis, il est envoyé. Il y a 2 auteurs qui ont disparu de l'article, qui ont participé au travail. Donc là, derrière, c'est la foire d'empoigne. Tout le monde se dispute. Voilà. Donc, est-ce que c'est éthique aussi de dire j'ai fait un travail collaboratif avec quelqu'un, puis au moment où j'envoie l'article, j'enlève les 3 personnes qui ont collaboré. Voilà le genre de difficultés auxquelles on est de plus en plus soumis au niveau de l'université. Et c'est pas la seule université où ça se passe. Il y en a beaucoup où ça se passe. Moi, j'ai été saisi à plusieurs reprises par des organismes, INSERM, CNRS, avec lesquels on travaille régulièrement pour ces problèmes d'intégrité. Donc voilà un petit peu, sans être trop long, voilà, dans ma vie médicale, et sans rentrer sur l'aspect soins, chercheur, recherche médicale et vice-président d'université, les aspects qui pour moi touchent de façon générale à l'éthique et après sur des aspects un petit peu plus précis d'intégrité scientifique. Mais je pense qu'après, dans la discussion qu'on pourra avoir, on pourra un petit peu plus aborder en détail d'autres réflexions. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup, Jacques Mercier. Et je rebondis sur juste quelques points que tu as soulevés, notamment à propos des protocoles d'expérimentation. Vous savez, quand on monte aujourd'hui un projet européen du style H2020, et certains collègues les connaissent, je crois qu'il y a plus de pages, puisque là on n'a pas de limite de pages sur les problèmes éthiques que sur la note scientifique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu et une préoccupation. Sur l'autoplagiat, tout à l'heure on en discutera, parce que justement il va falloir peut-être mettre des limites aussi. Alors maintenant je passe effectivement la parole à Alain Foucaran, donc qui dirige le laboratoire, l'Institut d'électronique et des systèmes à l'Université de Montpellier pour nous entretenir des nouvelles technologies. Merci Alain. Merci Vincent. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais un petit peu resituer ces nouvelles technologies, les technologies de l'information et la communication, les resituer. En fait, ce sont... je vais me mettre dans une position à l'aise pour pouvoir discuter. En fait, ce sont des technologies qui ont fait leur chou gras depuis une trentaine d'années, principalement sur 3 domaines. Ces 3 domaines sur les nouvelles technologies sont principalement la sécurité. Aujourd'hui, il est impossible d'aller à l'hôpital, par exemple, et d'échapper à une quelconque mesure électrique. Ensuite, au niveau de la sécurité des personnes dans les bâtiments, les systèmes d'alarme, etc., etc. Et puis, bien sûr, dans le domaine de la défense, donc au niveau du militaire, de l'espace, etc. Ce qui veut dire que l'électronique, les technologies de l'information et de la communication ont énormément apporté de solutions dans ce premier pilier qui est la sécurité. Deuxième pilier très important où ces technologies se sont développées, c'est le domaine de la qualité de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul objet qui nous environne qui soit dépourvu d'un minimum d'intelligence, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas un challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde une brosse à dents, et si je mettais de l'intelligence à l'intérieur? On regarde un gobelet, et si je mettais de l'intelligence à l'intérieur du gobelet, etc. Et chaque fois que notre regard se pose sur un objet, il y a toujours quelqu'un pour se dire, et si je le connectais, et si je lui donnais une certaine intelligence. À ce propos, je fais une parenthèse, on parle souvent d'objets connectés, je m'oppose formellement contre ce terme. Objet connecté ne signifie pas intelligence. Il ne suffit pas de rentrer dans une bibliothèque pour être intelligent. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut plutôt parler d'objets intelligents que d'objets connectés.
nous sommes dans une société humaine, l'intelligence doit être quelque chose qui doit être mis en avant. Alors, objet connecté, il ne suffit pas d'être connecté pour être intelligent. Or, c'est la dérive qui est en train de s'installer. C'était un petit aparté. Alors, je reviens sur cette notion de qualité de vie. Qualité de vie, aucun objet qui nous environne ne soit dépourvu d'un minimum d'intelligence ou de connectique adapté à cette intelligence. Troisième pilier de développement, c'est ce qu'on appellera donc le domaine culturel, social et économique. Dans le domaine du social, vous le voyez très bien, on a la dématérialisation, et quand on parle de dématérialisation, on voit très bien qu'on est parti d'un support papier, quelque chose de matériel, et on a trouvé le moyen d'arriver à le numériser, donc de passer à un état électrique, et donc on est passé dans la technologie de l'information et de la communication. Toute l'administration est en train de dématérialiser ses supports. Donc on est bien dans ce contexte-là où il y a une expansion du domaine social avec ces apports des nouvelles technologies. Encore un autre point de ce pilier-là, c'est le domaine culturel. Vous dites à un gamin dans la rue, tiens, fais-moi une petite étude sur Germinal. Le gamin va tout faire sauf aller s'enfermer à la bibliothèque. La première chose qu'il va faire, il va taper sur son ordinateur Germinal, il va découvrir que c'est une œuvre, il va découvrir que ça a été écrit il y a une centaine d'années, etc., etc., etc. Et on voit très bien s'installer donc cette importance de ces nouvelles technologies sur ces trois piliers qui sont la sécurité, la qualité de vie, et puis donc ce domaine du social, économique et culturel. À partir de là, il faut comprendre que ces trois piliers, ce sont en s'hyper-développant, sont venus se chevaucher. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans en arrière, ces domaines étaient disjoints. Sécurité, qualité de vie, culturel et social, ces domaines étaient disjoints. Par l'apport des nouvelles technologies, eh bien, ces trois domaines se sont hyper-développés et donc sont venus créer des zones de recouvrement. La plus connue de ces zones de recouvrement et la plus tangible, c'est celle qui concerne la sécurité et le culturel. C'est-à-dire que là, c'est l'émergence de la commission informatique et liberté, où on comprend très bien qu'on veut de la sécurité, mais ça empiète sur l'aspect culturel. Et il a fallu, regardons ce qui se passe sur ces variables, je disais avec Fabienne à mes côtés, ces variables élastiques, il a fallu les attentats de ces 3 dernières années pour que la sécurité reprenne un peu le pas sur le culturel. Il y a eu une relaxation qui s'est produite pendant 6 mois sur les attentats, le culturel a repris le pas sur la sécurité. On vient d'avoir une nouvelle vague d'attentats et la sécurité revient prendre le pas sur le culturel. C'est une variable d'ajustement qui veut dire que, quand on pense que les fichiers S n'étaient pas croisés avec les fichiers de porteurs d'armes, ça paraît une aberration. Vous questionnez n'importe qui dans la rue, vous dites c'est une aberration, c'est des imbéciles, etc. Non, c'est le législateur, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une variable d'ajustement qui est essentielle à ce niveau-là. Au bilan, quand on regarde ces secteurs, sécurité, qualité de vie, culturelle, sociale et économique, je vous ai parlé de zones de chevauchement. Entre la sécurité et la qualité de vie, ça se chevauche également, c'est l'aspect vivable. Vous voulez de la sécurité, mais il faut que ça reste vivable d'un point de vue purement technique. C'est-à-dire que si chaque fois que vous faites un pas en avant, la sécurité, non, vous ne pouvez pas y aller parce que ceci, attention, il pleut, prenez un parapluie, etc. etc. Vous avez cet espace de liberté qui se restreint. Et puis, encore une zone de conflit entre l'aspect, je dirais, qualité de vie et l'aspect culturel, social, c'est la perception, grâce à de par la conséquence de cette hyperfluidité de l'information que nous connaissons, c'est cette perception de l'inégalité sur la Terre. C'est-à-dire que notre Terre regorge d'inégalités, mais ce n'est pas une nouveauté. Ça a toujours été le cas. Sauf que, aujourd'hui, un avion s'écrase en Chine, vous avez l'impression qu'il est tombé dans votre jardin en parlant crûment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne concerne pas le public qui est dans cette salle, ça ne concerne pas les gens qui sont à cette table ronde, parce que de par les études, de par notre culture, nous avons l'habitude de prendre du recul par rapport à l'information. Mais mettez-vous à 95% de la population restante qui est dans une phase d'action, qui trempe sa tartine de pain le matin dans son café au lait et qui prend ces nouvelles-là en flux permanent, de par l'hyperfluidité de l'information. Quand les journalistes n'ont rien à se mettre sous la dent, ils vont chercher des choses qui sont un peu dramatiques à l'extérieur. Il suffit qu'il y ait un événement de proximité qui arrive pour qu'on oublie complètement ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète. Au bilan, on a ici des caractéristiques qui sont fortement anxiogènes. Une autre dimension fortement anxiogène, c'est toujours entre la qualité de vie et la dimension culturelle et sociale, c'est la disparition de l'espace associé à la fonction. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, lorsque vous étiez dans votre voiture, lorsque vous étiez à votre domicile, vous receviez un appel d'un collègue qui dit « j'ai besoin de tel fichier ». Il dit « ah ben non, mais je suis chez moi, le fichier est au laboratoire, je ne peux pas te l'envoyer ». Aujourd'hui,
où que vous soyez, dans votre voiture, sur un terrain de sport, à votre bureau, chez vous, dans votre famille, vous avez le même degré d'opérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prisonnier. Vous êtes vraiment cerné par ces nouvelles technologies qui font que vous êtes amené à répondre. Vous pourriez dire « Non, non, moi, en week-end, je ne réponds pas ». Mais suivant les postes de responsabilité, je pense à Jacques, avec son poste de VPCS, je le mets au défi de me dire s'il a pris un seul jour pendant le mois d'août, pour ne pas regarder ses emails. C'est impossible. Avec le degré de responsabilité, on est toujours à la merci d'un incident, d'une problématique, etc. Donc ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que quand on fait le bilan de cet hyper-développement de ces nouvelles technologies qui ont apporté ces zones de conflit, ces disciplines-là sont fortement anxiogènes. À tel point que, pour moi qui dirige un laboratoire de recherche dans ce domaine-là, on peut se poser la question de savoir si, dans les années à venir, notre société, le législateur ne va pas dire « écoutez, ralentissez un petit peu, ça va trop vite ». Est-ce qu'il ne va pas y avoir une régulation du web? J'étais en déplacement là, ces jours-ci, je lisais un article dans Le Monde de Laurence Lesic qui disait, en gros, hein, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans ce contexte, c'est que on assiste à une déresponsabilisation de l'éditeur, c'est-à-dire qu'on peut publier sur le web sans engager sa responsabilité. Et donc lui, il disait simplement, mais est-ce que finalement, le web rend notre culture vulnérable aux extrêmes? Et je pense que c'est une phrase qui mérite d'être vraiment méditée, parce que cette déresponsabilisation du fait qu'on édite, on écrit quelque chose sur le web, on n'est plus engagé. Et c'est la négation de ce que l'on fait dans n'importe quel article scientifique où on s'engage. Donc tout ceci pour vous dire qu'au bilan, eh bien, nous, au niveau du laboratoire, comme on se projette un petit peu, savoir si notre société ne va pas mettre un frein sur ces nouvelles technologies, eh bien, je regarde le temps, hein, j'ai 20 minutes. Hein. Donc, dans ces nouvelles technologies, la question que l'on se pose, c'est comment continuer à progresser sans pour autant renforcer ce caractère anxiogène. Eh bien, on a analysé, alors c'est un sociologue qui m'avait soufflé cette phrase, alors peut-être que Fabienne Bouillère à côté va réagir violemment, mais il disait que, il m'a dit, oui, finalement, la confiance est construite sur l'ignorance. La confiance est construite sur l'ignorance. Dans une relation humaine, on se connaît depuis très longtemps, tout va bien. Et puis j'apprends que 2 ans auparavant, il y a eu un petit coup de canif dans le contrat. Et à ce moment-là, je ne perçois plus la façon que j'avais d'échanger de la même façon. Ça va altérer mes prises de décision ultérieures. Donc, effectivement, la confiance est construite sur l'ignorance. Et dans notre discipline, nous, qui sommes face justement à un caractère anxiogène, un manque de confiance dans ces nouvelles technologies, comment répondre d'un point de vue technologique à cette inquiétude? Alors, la confiance d'un point de vue technologique, on voit à peu près ce que c'est. L'ignorance d'un point de vue technologique, pour le transposer dans le domaine, je reviens sur mon secteur de prédilection qui sont les sciences dures, les technologiques. L'ignorance, eh bien, on a réfléchi, on l'a associé à une certaine forme de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, pour ignorer quelque chose, il faut que ça soit caché. Et partant du fait que si c'est transparent, eh bien on ne peut plus ignorer ce qui n'est pas caché, puisque ça ne peut pas être caché, puisque c'est transparent. Partant de là, dans ce concept, on a défini au niveau de nos technologies en quoi ces nouvelles technologies, notamment, alors il y a le software, vous savez, tout ce qui va toucher à monde du logiciel, pour la partie, je dirais, transparence, eh bien, il faut que ces logiciels-là soient transparents, vraiment attention au cryptage, etc., sécurisés. Et pour nous qui sommes plutôt dans la hardware, on est davantage sur des concepts de miniaturisation et intégration, c'est-à-dire qu'il faut que ces objets que nous allons concevoir pour les années à venir soient de plus en plus petits. Pourquoi? Tout simplement pour se soustraire au regard, non pas pour dire je vous les cache, mais qu'ils ne soient pas agressifs dans leur présence. C'est-à-dire si chaque fois que vous rentrez dans une pièce où il y a un système de protection, etc., vous avez une grosse ampoule rouge qui s'allume, en permanence vous dites « Ah oui, c'est vrai que je suis fliqué ». Il faut que ces objets-là aient la capacité d'intégrer complètement de façon à ce qu'ils soient digérés. Ensuite, il faut qu'il y ait la notion de ce qu'on appelle d'hypercommunicants. Il faut que tous ces objets qui nous environnent soient hypercommunicants. C'est-à-dire qu'avant d'interférer avec l'être humain, où là, ils viennent créer ce sentiment anxiogène s'ils interfèrent, eh bien, ils aient pris la décision entre eux de savoir s'ils interfèrent ou pas. Je prends l'exemple. J'ai ma montre ici qui mesure mon rythme cardiaque. C'est midi, je décide d'aller sur le stade Philippides pour aller courir. Ça détecte une élévation du rythme cardiaque. Instantanément, mon téléphone sonne, centrale d'alerte. Il dit « Foucaran, qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez le rythme cardiaque? Je dis « Ben non, je suis en train de courir. » Bilan des opérations. La prochaine fois que ma montre, mon téléphone sonne et que je vois que c'est la centrale d'alerte, je ne répondrai pas.
bilan des opérations, j'ai développé un sentiment anxiogène vis-à-vis de cet outil. Par contre, si ma montre avait interagi avec mon agenda électronique, qui dit entre midi et 2, il a dit qu'il allait courir, et qu'en plus la localisation GPS de mon téléphone dit effectivement il est sur un terrain de sport, on n'interagit pas, on laisse aller. Je gagne en capital confiance vis-à-vis de cet objet lorsqu'il va interférer avec moi. Donc ce qui veut dire que dans toute cette démarche, la notion d'objet communicant est fondamentale. Une autre importance dans cette notion-là, c'est la notion de fiabilité. Vous avez tous connu, vous avez tous prononcé la phrase de dire « Ah, le réseau Orange dans cet amphi passe pas bien, SFR, ça passe pas, etc. etc. » On se méfie de ces nouvelles technologies. Et donc, vis-à-vis de cet objet-là, qui est un objet magique, je développe de la méfiance, notamment vis-à-vis de l'opérateur, dans le contexte où je me situe. Et puis, dernier point anxiogène, au niveau de ces technologies-là, c'est l'autonomie énergétique. On y a tous été confrontés. La petite barre rouge, c'est le moment où on doit donner un coup de téléphone important pour une raison professionnelle, où on doit récupérer les enfants, etc. etc. C'est anxiogène. La première chose que je fais le soir en rentrant chez moi, avant toute chose, je vais directement à la base de rechargement de mon téléphone. Et vous faites tous pareil. Partant de là, je regarde le timing, hein, même si j'ai encore 7-8 minutes. Hein. Partant de là, on va parler un petit peu de cette notion d'éthique, parce que je ne vous en ai pas parlé, j'ai planté le décor. Alors moi je vais dire une chose très simple, c'est que éthique et nouvelles technologies, j'ai aucune prétention, j'ai une compétence, je suis un simple physicien, c'est de dire que je pense que dans le siècle qui va venir, nous avons des sauts technologiques qui nous attendent, mais les sauts technologiques ont été franchis, c'est-à-dire que le concept de sauts technologiques ont été franchis. Réfléchissons à ce que l'humanité a connu depuis le début du XXe jusqu'à la fin du XXe siècle. Bien, les sauts technologiques ont été réalisés. Par contre, ce qui nous attend, et qui est sans commune mesure avec ce que nous avons connu, à mon avis, ce sont les sauts d'usage. Ces sauts d'usage, eh bien, je vais vous heurter pour vous montrer à quel point cette problématique est importante. Qui aurait dit un jour qu'un camion serait utilisé pour écraser des personnes sur la promenade des Anglais à Nice? Qui aurait dit? C'est un saut d'usage. Alors je heurte, je froisse, mais c'est volontaire, pour vous montrer qu'en fait, ce qui nous attend d'un point de vue sociétal, eh bien, c'est une marche qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'il faut arriver à accompagner ces sauts technologiques de sauts d'usage. Et dans ce contexte-là, eh bien, il est grand temps de replacer l'être humain au cœur de nos préoccupations. Toutes nos technologies actuellement ne sont pas au service de l'être humain. C'est l'être humain qui est au service de ces nouvelles technologies. C'est l'économie, c'est l'être humain qui est au service de l'économie et non pas l'économie au service de l'être humain. On voit tout ce qui se passe dans le monde économique, tout ce qui se passe dans le monde politique. Il faut complètement réfléchir à une inversion et à une mutation. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, jamais les sciences dites humaines et sociales, jamais les aspects philosophiques, etc., n'ont été aussi disjoints que des sciences dures. Et pourtant, c'est là qu'est la seule voie pour continuer à évoluer de façon intelligente et de façon humaine. Donc pour moi, c'est un objet majeur au niveau de mon laboratoire, par exemple, de remettre les sciences humaines et sociales et la dimension sociologique et les dimensions philosophiques, etc., au cœur de nos disciplines scientifiques, non pas parce que c'est un effet de mode, mais parce que c'est vital pour l'avenir de nos disciplines. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a réfléchi avec Malo de Pincé, qui est un directeur adjoint de l'UMR, donc Dynamique du droit, avec Éric Demary, il y a de ceci 5 ans en arrière, lors de nos évaluations AERS, donc l'évaluation des laboratoires de recherche, nous avions eu l'idée, l'un et l'autre, d'ouvrir nos 2 laboratoires et d'en faire part à notre comité d'évaluation en disant, ben voilà, nous, on se préoccupe d'innover en permanence sur de nouveaux objets, mais finalement, est-ce que juridiquement parlant, il n'y a pas une barrière quelque part qui va apparaître? On s'est rapproché de cette UMR, et donc, le jour de notre soutenance AERS, j'ai invité Éric Demary et Malo à venir faire une présentation de 5 minutes pour montrer ces aspects juridiques et leur positionnement dans la dimension innovation au sein d'un laboratoire de recherche pur et dur. Et de facto, je me suis retrouvé le 24 février, quelques jours après, invité à l'AERS de Dynamique du droit, où justement j'ai eu 5 minutes pour intervenir et exposer un petit peu pourquoi nos 2 UMR se rapprochaient. Alors, hormis du fait que j'ai découvert que nous, dans nos sciences, on ne sait travailler qu'avec des transparents, avec des slides, et de l'autre côté, il n'y avait que des gens qui prenaient des notes et qui avaient une façon de s'exprimer, j'étais vraiment complexé, parce que c'était un plaisir de les entendre parler,
tant et si bien que je réfléchissais même plus à ce que j'allais dire. Et pourtant, c'était une maîtrise de la langue qui m'a énormément apporté sur le plan de l'ouverture d'esprit, de la tolérance, de la compréhension de l'autre. Et à partir de là, nous avons décidé, avec Malo, d'aller un peu plus loin. Et nous avons eu l'idée de créer un appartement qui s'appelle, un projet qui s'appelle HUT, Human Atom Project. C'est tout simplement de définir le contour de l'appartement observatoire, le contour de l'appartement de demain pour le locataire de demain, ou l'appartement du futur pour le locataire du futur. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est tout simplement de définir avec un ensemble de chercheurs issus de tous les laboratoires imaginables, c'est ouvert. Et on a défini un concept où on va placer 2 étudiants qui sont nourris, hébergés dans un premier temps gratuitement pendant 1 an, et l'appartement va être truffé de 47 capteurs. Ces données de capteurs, ces données-là vont être complètement captives et hébergées sur un serveur santé, vous savez, qui répondent à des normes d'éthique spécifiques, et ces données-là seront exclusivement traitées et analysées par le consortium de chercheurs, pas très loin de là, puisque ça se passera à la MSH, dans l'open space. Et là, vous avez 14 laboratoires de recherche qui vont analyser ces données, mais ces laboratoires de recherche partent de juristes, de sociologues, de philosophes, d'historiens, l'école des beaux-arts, l'école d'architecture, des informaticiens, des roboticiens, des électroniciens, la chaire e-santé de Montpellier. Il y a 14 laboratoires, Euromove, la science du mouvement. Il y a 14 laboratoires de recherche et 26 industriels qui sont associés à ce projet. C'est un projet qui maintenant rentre dans une phase qui va devenir opérationnelle, puisque Montpellier 3e nous a alloué un appartement observatoire de 70 mètres carrés qui sera situé route de l'Odève. On rentre dans la phase de financement où l'on va maintenant pouvoir équiper cet appartement, puisqu'il faut que ça soit totalement transparent pour les cohuteurs, puisqu'on n'appellera pas ça des colocataires, mais ce sera des cohuteurs. Ceux qui habiteront dans l'appartement seront des cohuteurs. Ils habiteront pour une période de 1 an. Et donc, vous comprenez très bien que l'idée, est-ce que quelqu'un un jour a eu l'idée de percevoir la dimension émotionnelle que peut provoquer une œuvre? Vous avez une œuvre, vous passez devant un Matisse, vous passez devant un Monet, et puis il y en a un qui va passer à côté, ça ne va rien lui faire. Mais d'arriver à quantifier cette dimension émotionnelle, c'est quelque part s'ouvrir sur l'homme et son mécanisme et ses différences les uns par rapport aux autres. Donc ce que l'on veut investiguer, c'est tout cet aspect. Mais il y a également des aspects beaucoup plus pragmatiques, par exemple comme le réfrigérateur intelligent, qui est le fait de dire, ben voilà, j'ai plus de lait dans mon réfrigérateur, il va détecter, on va avoir un signal qui va vous permettre de répondre. On peut aller très loin. Par exemple, pour l'équipe Euromove, c'est la dimension du mouvement. On sait qu'une personne qui fait ce geste-là toute la journée va développer certainement une tendinite, une inflammation. Je parle sous le couvert de Jacques. Et on sait très bien qu'il existe des gestes antagonistes, puisque c'est ce que vous fait faire le kiné, pour arriver justement à limiter cette inflammation. Ben, l'idée, elle est très simple. Quelqu'un dont on sait que toute la journée fait ce geste, eh bien, le soir, quand il rentrera chez lui, les placards, les réfrigérateurs, tous les objets qui l'entourent ne pourront être accessibles que s'il fait un geste antagoniste. C'est aussi simple que ça. C'est non médicamenteux et ça sera efficace. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut aller très loin. Mais l'intrusion, dont a parlé tout à l'heure Vincent, etc., ben, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Alors, pour conclure, simplement vous dire une chose, c'est qu'on est complètement conscient de cette dimension de l'éthique. Et la meilleure façon qu'on ait trouvé d'y répondre, eh bien, c'est une façon, je dirais, qui est plutôt artistique et culturelle. Je m'explique rapidement. C'est que quand on a présenté ce projet dans les différents laboratoires, je me souviens de mon oral devant Dynamique du droit, il y avait le conseil scientifique de direction de Dynamique du droit. Sur les 60 juristes qui étaient présents, il y en avait 40 qui étaient pro-projet et 20 qui étaient réticents. Après, quand on est allé à Euromove, même chose. Quand on est allé devant les architectes, la même chose, etc. Comment voulez-vous définir les contours d'un appartement du futur pour le locataire du futur si d'entrée dans une dimension recherche, vous en écartez 40%? C'est inadmissible de continuer. On va continuer qu'avec ceux qui sont intéressés au projet. Et donc l'idée que l'on a eue, tout simplement, c'est de dire qu'il faut comptabiliser ces craintes et les engranger dans la dimension scientifique. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, nous avons créé une pièce de théâtre. Nous sommes en train de passer à l'élaboration d'une pièce de théâtre qui va se construire de la façon suivante, c'est-à-dire que 2 acteurs sur scène, avec le metteur en scène comme tutelle, vont improviser sur des scénettes que nous avons définies, et le consortium sera dans la salle, et chacun des membres du consortium, pour ou contre le projet, va dire oui, mais par rapport à cette situation, tu aurais pu dire ceci. Par rapport à cette situation, le sociologue dit tu aurais pu dire ceci. Et on va donc construire
une scène complète, une pièce complète, écrite, et qui va engranger la matière grise et l'essence même de chacun des individus qui pourra exprimer ses craintes. Je vous donne juste un exemple. Le réfrigérateur intelligent, vous imaginez la scène, ça se passera au Théâtre de la Vignette, et on est en train de finaliser. Il y a 12 scénettes qui ont été écrites. Théâtre de la Vignette, vous connaissez tous. Vous rentrez dans la salle, vous voyez un appartement avec un canapé, etc., téléviseur. C'est nimbé d'écrans. Ce ne sont pas des écrans, enfin, ce sont des tableaux. Sauf que si vous le touchez, ça devient un écran où vous pouvez demander la météo, le temps qu'il va faire, etc., etc. Vous avez le coauteur numéro 1 qui est assis en train de jouer. Vous avez téléchargé l'application, vous pouvez voir ce qu'il a sur son iPhone, sinon c'est une vidéo projetée au plafond. Et le coauteur numéro 2 qui lui est en train de regarder un match de rugby. Le coauteur numéro 1 est en train de jouer, il se lève, il va chercher une brique de lait au réfrigérateur, il se verse du lait, le pack de lait est vide, il le remet quand même au réfrigérateur. Il se rassoit et là, instantanément, tous les écrans, y compris l'écran de télévision, affichent Carrefour, promotion sur le litre de lait pendant 1 heure. Évidemment, celui qui est en train de regarder le match de rugby se lève offusqué, dit mais c'est quoi cette histoire? Et lui, il dit mais tu te rends compte, on va faire des économies. Et l'autre dit mais tu es manipulé. Et là, tous les membres du consortium pro ou contre le projet pourront exprimer à travers le dialogue qui vont être nourris, exprimer leurs craintes et arriver ainsi à définir le pourtour, le contour de l'appartement du futur et du locataire du futur dont on ne veut pas. Voilà. Donc merci infiniment Alain. Alors déjà je voulais te dire que du point de vue de l'éloquence, tu n'as rien à nous envier, n'est-ce pas? Et tu vois, c'est assez surprenant pour moi parce que j'attendais, te connaissant quand même depuis assez longtemps, je dirais un plaidoyer en faveur des nouvelles technologies, un véritable dithyrambe. Et en réalité, tu as une hauteur de vue et une distance avec tout ça que vraiment je voudrais saluer. Tu as mis le doigt sur un certain nombre de problèmes, notamment la dépendance anxiogène, hein, pour nous tous évidemment. Nous n'avons pas, à partir du moment où on a un certain rang, je dirais, ou des responsabilités professionnelles, on n'a pas droit à la déconnexion. Et vous savez qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce droit à la déconnexion. Donc là, je voudrais passer immédiatement la parole donc, à Fabienne Brugère et puis ensuite à François Viala. Alors sur un autre domaine, certes, l'éthique du Caire, en revanche, je crois que tout ce qui transparaît finalement de ce qui a été dit, d'abord c'est, et je te remercie de l'avoir dit, je sais aussi que c'est la réflexion de Ghislaine Prost ou de Jacques Marcier, replacer l'humain. Voilà, revenir à l'humain. Et cette perspective humaniste, évidemment, c'est celle de la philosophe, mais également du juriste spécialiste du droit de la santé, et sur ces notions de vulnérabilité qui, je pense, croisent toutes les approches. Voilà, Fabienne, c'est à vous et merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Alors, je crois que je vais décevoir tout le monde. Finalement, je pense que je ne vais pas reprendre mes notes parce que mes notes, elles sont très longues. Elles correspondent à un colloque d'il y a quelques jours à l'université d'Ottawa et je crois qu'en fait, je vais partir autrement, eu égard aussi à ce qui s'est dit. Je voudrais commencer par le fait que certes, j'ai écrit des livres sur l'éthique du Caire, un livre dernièrement avec Guillaume Leblanc pour Flammarion sur la fin de l'hospitalité. Hospitalité qui est une manière aussi d'intégrer des questionnements éthiques. Mais j'aimerais aussi insister sur le fait que certes, je suis philosophe, mais j'ai aussi une expérience des questions d'éthique parce que lorsque j'habitais à Bordeaux, j'ai présidé pendant 5 ans le conseil de développement de Bordeaux Métropole, qui est une boîte à idées, disons, de la métropole bordelaise, avec finalement des personnes qui viennent de tous les milieux économiques, universitaires, associatifs, etc., et qui viennent là pour réfléchir sur la métropole. Et que je pense que ce type d'instance n'existe pas sans une éthique, au sens aussi, je vais y revenir, d'un prendre soin des personnes qui sont là, d'un prendre soin de la métropole. Et donc, je vais essayer de développer cette approche. Et puis, par ailleurs, depuis que je suis à l'Université de Paris 8, et qu'on a créé, en fait, une commu, qui est une commu qui regroupe Paris 8, donc Vincennes-Saint-Denis, Paris 10, Nanterre, le CNRS, et puis des institutions culturelles comme le Louvre, Beaubourg, le Musée de l'immigration et bien d'autres. On a bien évidemment mis au point un comité d'éthique, alors qui certes est très peu représenté du côté de la médecine,
puisqu'effectivement, c'est une commune où il y a peu de médecins. Mais justement, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'élargir, du coup, les questions d'éthique à des questions aussi liées aux sciences humaines, aux sociales, au droit, à la gestion. Et on a comme présidente, en fait, de ce comité d'éthique une physicienne, en plus, Françoise Balibar. Donc vraiment, les questions d'éthique sont pour moi des questions à la fois théoriques et pratiques. J'insiste vraiment là-dessus. Et je dirais par ailleurs que quand on est donc philosophe, mais ça prolongera assez ce qui s'est dit dans les différentes interventions, à la fois les questions d'éthique, ce sont des questions déontologiques, avec bien sûr des règles que l'on pose pour éviter le conflit d'intérêts, enfin les conflits d'intérêts, avec bien évidemment des protocoles, avec une définition par exemple de l'intégrité scientifique dans la communauté universitaire. Mais en même temps, ce que je vais essayer de montrer à partir de l'éthique du Caire, c'est que c'est aussi toujours l'éthique, l'appréciation d'une situation complexe. Et en tant que l'éthique sous-entend une démarche qui est l'appréciation d'une situation complexe, eh bien, elle implique un prendre soin. Elle implique un prendre soin de soi, des autres et je dirais du monde. Et en ce sens-là, il s'agit bien, et ça prolonge assez Alain ce que vous avez dit, il s'agit bien d'être dans le registre avec l'éthique de l'interprétation, de la possibilité de prendre un point de vue. Et c'est donc à partir de situations complexes qui mêlent bien évidemment un rapport à la raison, mais un rapport aussi à des émotions, à des sentiments. Et donc, en ce sens, quand on pose la question des frontières de l'éthique, forcément, philosophiquement, on fait intervenir plusieurs registres. D'abord, la question historique d'une séparation entre la morale et l'éthique. Au XXe siècle, en France, dans le domaine francophone, dans le domaine anglophone, mais c'est joué une séparation entre la morale et l'éthique. Et on a précisément spécifié le domaine de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi a-t-on séparé la morale et l'éthique? Et donc, je vais essayer de revenir assez rapidement là-dessus si j'ai le temps. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on sépare la morale et l'éthique, eh bien, forcément, on redéfinit l'éthique. Et donc, on interroge autrement ces frontières. Et je dirais qu'on élargit le champ de l'éthique. Et à mon avis, on l'a élargi par rapport à ce qu'était la morale, justement. On l'a élargi principalement de 3 manières, et qui mettent en jeu, bien sûr, un lien aux nouvelles technologies, qui peuvent mettre en jeu un lien à la médecine, qui peuvent mettre en jeu aussi un lien précisément aux entreprises. Premièrement, on a forcément réévalué le rapport entre le privé, entre le domaine privé et le domaine public. Et les nouvelles technologies nous incitent bien évidemment à ça. Et il y a un point, bien sûr, de discussion là-dessus qui est fondamental. C'est tout le rapport entre ce qu'est la justice au sens légal du terme, au sens où l'entendent généralement les juristes, autant au sens où on l'entend généralement politiquement, et puis de l'autre côté, la possibilité d'un sens de la justice, la possibilité d'appréhender des injustices d'un point de vue émotionnel, sentimental. Ça, si on pose ce rapport entre justice et sens de la justice, on pose bien un questionnement éthique et on pose donc une réévaluation des liens entre la sphère privée et la sphère publique. Quand on interroge les frontières de l'éthique, on interroge aussi le lien forcément et la séparation qui a parfois été faite entre la raison et les sentiments. Pendant longtemps, on a différencié le projet d'une raison morale qui oblige avec des commandements et qui permet précisément de poser ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. On a donc opposé cette raison morale au domaine des sentiments, trop subjectifs, parfois d'ailleurs aussi féminisés, et qui lui, précisément, eh bien, porterait davantage seulement un lien à l'émotion et pas suffisamment à la raison. Je crois que l'éthique au XXe siècle a aussi justement réévalué ce partage et cette différence qui avait été faite entre la raison et le sentiment. Et puis enfin, l'éthique a permis aussi de réévaluer le rapport entre la morale et la politique. Et là-dessus,
vous disiez juste avant moi, et vous m'avez un peu provoqué là-dessus, donc je me suis dit que j'allais répondre à la provocation, que la confiance se bâtit sur l'ignorance. Je dirais, moi, que la confiance se bâtit sur le savoir. Et alors là-dessus, je me servirai d'un document vraiment extraordinaire qu'on a actuellement, qui est un film qui a d'ailleurs été présélectionné pour les Oscars, qui a été récompensé au Festival de Cannes. C'est 120 battements par minute, que vous avez sûrement tous vus, en tout cas qu'il faut absolument aller voir, et qui, vous le savez bien, est toute l'histoire d'Act Up en France, et donc de la manière dont c'est construit précisément en France à partir d'Act Up. Alors c'est vraiment ma génération, comment s'est construit la lutte précisément des patients du sida. Et l'un des axes, précisément, bon, bien sûr, Act Up, c'est de l'activisme avec des choses très fortes et puis aussi très transgressives. Et puis en même temps, c'est justement tout un discours sur le savoir, sur l'idée que plus les malades du sida en sauront sur le sida, plus ils seront capables de se rapporter à leur maladie et d'avoir précisément tous les éléments qui leur permettront un jour ou l'autre d'envisager une guérison, et bien plus ils auront confiance dans la société et plus ils auront confiance dans les pouvoirs publics. En revanche, moins ils en sauront, plus on leur cachera de choses, et bien moins ils auront confiance dans les pouvoirs publics. Et je crois que ce qui se développe dans 120 battements par minute, c'est une lutte politique, mais c'est aussi quelque part une lutte effectivement éthique. Alors juste pour finir, pour vous donner quelques éléments sur l'éthique du care se situe tout à fait dans cette nécessité de réappréhender les rapports entre le privé et le public, entre les sentiments et la raison, entre la morale et la politique. Mais il y a un point de départ fondamental dans l'éthique du care qui croise justement le rapport, je dirais, entre l'éthique et la possibilité de la démocratie. C'est le premier livre qui a été d'ailleurs un best-seller mondial, qui est le livre de Carol Gilligan, In a Different Voice, qu'on a traduit par une voix différente, qui est donc publié dans les années 80 aux États-Unis, traduit après en français. Et ce que dit Carol Gilligan dans ce livre, elle dit deux choses. Et je vais donc rapidement reprendre ces deux choses et puis je m'arrêterai là. Première chose, elle s'interroge sur ce que c'est qu'une morale. Elle s'interroge sur ce que c'est qu'une morale et en particulier sur le fait qu'on a toujours constitué la morale en raison morale. Et elle explique, c'est une psychologue du développement, qu'elle a passé 10 ans à écouter les hommes et les femmes parler de leur rapport à la morale. Et donc, elle justifie sa démarche scientifique par l'écoute. Elle dit, voilà, j'ai passé 10 ans à écouter les uns et les autres, les unes et les autres, parler de leur rapport à eux-mêmes et à la morale. Donc, si vous voulez, c'est une démarche qui commence par écouter, par accueillir, et ce qui revient chez elle à faire la place à un discours. Elle va faire la place à un discours qui jusqu'à présent n'avait jamais été écouté. Et je crois qu'il y a ça dans l'éthique, et ça va avec l'idée d'une reconnaissance de l'humanité. Il y a le fait de pouvoir écouter, de pouvoir accueillir une parole. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accueillir une parole sur la morale, que l'on pourrait appeler éthique, qui selon elle est une nouvelle parole et qui globalement, dit-elle, est plutôt portée, dans les entretiens qu'elle a pu faire pendant 10 ans, elle est surtout portée par des femmes. Elle est surtout portée par des femmes, mais attention, il ne faut pas se méprendre sur le texte de Gilligan. Elle dit bien qu'il ne s'agit pas de parler en termes de nature, il s'agit de dire que, visiblement, historiquement, c'est une voix que les femmes ont portée. Et cette voix qui a été plutôt portée par l'expérience, on pourrait dire morale des femmes, elle va l'appeler précisément la voix du care. Et ce qu'elle va analyser dans ces entretiens, c'est le fait qu'on pourrait dire qu'il y a, en termes de morale, des voix masculines et des voix féminines qui finalement n'appréhendent pas
de la même manière les questions morales. C'est-à-dire que généralement, les hommes appréhendent plutôt la morale en termes d'universalité, d'impartialité, de rationalité, d'obligation. Et généralement, les femmes appréhendent plutôt la morale en termes de capacité d'empathie, en termes de relationnalité, en termes de sentiments, une sorte, pourrait-on dire, de morale sensible, contextuelle, qui fait avec les situations, que j'appellerais donc éthique, qui, à mon sens, sert assez bien à définir ce que serait une éthique et la différence entre la morale et l'éthique, et donc qui précisément a affaire avec ce qu'on pourrait appeler la figure aussi d'un sujet de besoin. C'est-à-dire qu'il s'agit de partir de la situation, il s'agit de partir des individus et de leurs besoins, il s'agit de construire de la rationalité, de la relationnalité justement, et d'appréhender souvent la complexité, la difficulté d'une situation, et précisément d'appréhender toutes ces situations où il est difficile de trouver une réponse en fonction des principes. Ces situations dans lesquelles on en connaît tous, en particulier dans l'éthique médicale, il y en a bien sûr beaucoup, toutes ces situations où des principes entrent en contradiction, des principes moraux entrent en contradiction. Si on met en avant tel principe moral, on va résoudre la situation de telle façon. Si on met en avant tel autre principe moral, on va résoudre la situation autrement. Ce que disent les éthiques du Caire dans ce type de situation, c'est qu'il faut repartir de la difficulté de la situation et il faut essayer de la démêler en tant que telle, dans son contexte lui-même. Et ce que dit Gilligan, c'est que cette morale des femmes, qu'on pourrait appeler une éthique du Caire, eh bien, elle a été oubliée. Elle a été oubliée, elle a été finalement, souvent même, on pourrait dire, opprimée. Et donc, ce que propose Gilligan à l'aune, on pourrait dire, du XXIe siècle, c'est justement, à partir de cette morale oubliée, de redéfinir la morale dans le cadre précisément de l'éthique du Caire. Et je crois, je dirais pour conclure, que c'est particulièrement intéressant parce que d'une certaine manière, ça renvoie bien à des conflits qui sont particulièrement importants. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, il existe bien un conflit souvent, par exemple, je prends un exemple, entre la justice légale et le sens de la justice. Si on prend, par exemple, cette fameuse question de la crise d'accueil des migrants en Europe, on voit bien que finalement, un sens de la justice peut entrer en contradiction avec les pratiques de la justice. Il y a bien sûr l'exemple très médiatisé de Cédric Herrou à la frontière entre la France et l'Italie, mais il y en aurait bien d'autres. Ce fameux délit d'hospitalité qui avait été abrogé, puis qui finalement a été réactualisé, c'est bien, ça signale bien le conflit entre un sens de la justice qui est celui d'une revendication de l'humanité, des sentiments qui vont avec, et donc de la compassion, de la sympathie qu'on peut avoir face à des migrants qui arrivent et qui sont traités quand même de manière assez inhumaine. Et puis de l'autre côté, eh bien, les pratiques de la justice telles qu'elles se définissent légalement et qui font que légalement, votre sens de la justice peut être en contradiction en fait avec la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans des pays qui se veulent démocratiques, forcément la contradiction entre le sens de la justice et la justice telle qu'elle se pratique, eh bien, on le vit tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabienne, c'était absolument passionnant. Merci aussi d'avoir cité à la fois ce film 120 battements par minute qui est absolument magnifique et puis l'ouvrage de Gilligan que j'ai lu aussi avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et ce que je relève aussi, c'est que la démarche que vous préconisez, donc écouter, accueillir une parole et la parole de l'autre, ben c'est exactement ce que vous faites aussi dans l'entreprise Ghislaine. Et puis ça fait toujours plaisir de savoir que la parole est surtout portée par les femmes dont je suis. Donc, incontestablement. On va continuer avec François, qui va s'installer là-bas pour avoir le PowerPoint. Donc, François Viala, qui est professeur de droit, et surtout professeur de droit de la santé, sa grande spécialité, et qui a beaucoup travaillé sur la relation de soins, et tout ça va faire la boucle. Alors, je ne suis pas connecté, mais comme je suis un impénitent bavard, je mets mon chronomètre et je vais essayer de tenir dans les temps. Merci infiniment, Anita. Merci, Vincent. Je stoppe là les remerciements et les effusions parce que le temps nous est compté, mais cela vient du plus profond du cœur. Avant d'entamer mon propos, j'aimerais rebondir moi aussi sur les précédents.
Le frigo connecté, il y a du lait, mais s'il y a un rugbyman qui regarde, je pense qu'il y a autre chose avec une question. La pub Carrefour, oui, mais est-ce qu'il y aura le message santé, tu bois trop? Tu bois trop, et à ce moment-là, si le médecin dit, enfin le frigo via le médecin dit tu bois trop, tu fumes trop, tu as trop de pratiques sportives, y compris avec ta conjointe, ton conjoint, ton compagnon, ou tous en même temps, le risque c'est aussi que plutôt que de supprimer l'alcool, le tabac, le sexe, on supprime le médecin. Ça, c'est pas éthique. Ça, je suis désolé. C'est une question d'autonomie versus utilitarisme, mais on y reviendra. Sur Internet, effectivement, sur ces publications où on peut tout se permettre, notamment sur les réseaux sociaux, juste, et je l'ai enlevé de mon annulaire, Platon, La République, 2e livre, ou Hérodote, l'anneau de Gygès. Imaginez 5 minutes que vous puissiez avoir l'anneau de Gygès ou la cape de Harry Potter, la cape d'invisibilité. Qu'est-ce que vous feriez? Nous sommes tous transgressifs quand c'est invisible. Moi, je commence par aller à la Banque de France. Hein, et je me sers. Ou dans une pharmacie, et je revends. Mais j'imagine que vous êtes des êtres purs et que vous ne feriez pas ça. Je crains malheureusement que l'anneau de Gygès, ce soit Internet aujourd'hui, où il y a le meilleur et il y a aussi le pire. Peut-être faudrait-il dans tout ça repenser le statut d'outil, y compris dans les outils qui ne sont pas connectés, mais qui le sont quand même un peu. Et puis si vous voulez véritablement, et je termine par ça pour mon propos non introductif, si vous voulez vraiment déconnecter, venez passer l'été en Lozère. Et je vous assure que vous croisez des zombies urbains avec la main en l'air, y compris dans la forêt de Mercoire, en train de chercher du réseau. Mais comme la chasse n'est pas ouverte, on ne tire pas dessus. Donc la déconnexion, c'est possible. Il y a encore quelques zones paisibles en France où on y a droit. Alors, néanmoins, je vais essayer d'avancer sur ces frontières de l'éthique, avec un propos qui va être centré sur la relation de soins et non pas sur l'éthique de la recherche biomédicale, mais il y a un pont nécessaire. Il suffit de penser à la vérité perdue du Code de Nuremberg, qu'on a fait effectivement devenir un discours éthicisant, alors que c'est la condamnation, notamment à mort, par un tribunal militaire d'un certain nombre de soi-disant chercheurs qui se sont livrés à des expérimentations humaines. Ça n'est pas un congrès éthique. Nuremberg, on l'a un peu fait devenir ça. Lisez les premiers avis du CCNE et vous verrez comment est traité le Code de Nuremberg. On a l'impression au départ que c'est du droit, que c'est un code. Non, c'est une liste de principes qui sont établis sur la base du droit pénal international. Donc parfois, les confluences, elles sont aussi de la confusion et il faut redonner du sens à tout ça. Alors, parler de relations de soins à côté de Jacques Mercier, c'est toujours un petit peu embêtant parce que je ne suis pas médecin. Je suis entouré de médecins, mais je ne suis pas médecin et je n'ai donc pas de légitimité pratique et académique à parler de cela, si ce n'est que j'entendais encore mes étudiants lundi, mes étudiants de première année, quand je sortais, ils ne m'avaient pas vu arriver. Lui, c'est un grand malade. Donc effectivement, je suis de l'autre côté du miroir et je vais accepter cette qualité-là. Alors, médecin et juriste incarnent deux humanismes, écrivait Savatier, mais ne se rencontrent pas. Le subjectum du savoir médical serait le corps humain en tant qu'il peut être guéri, et on va y revenir à travers l'approche du Caire, pour dire que c'est probablement une vision très hémiplégique de la relation. Et le juriste, lui, s'occupe de la personne qui serait un être éthéré et sans corps, mais bien entendu, le juriste ne peut pas ne pas prendre appui sur le corps, et le médecin ne peut pas prendre appui sur la personne qui intéresse le juriste. Il reste à régler une petite question qui est la question de la normativité. Quand on parle d'éthique, quand on parle de droit, quand on parle de déontologos, de déontologie, de quoi parle-t-on? On parle de normes d'encadrement de la vie des hommes en société, mais on n'est pas sur les mêmes rapports de normativité.
Pour cela, je vais, parce que je n'ai pas mis cette image dans mon diaporama, vous demander de fermer les yeux et d'imaginer le tableau de Bernard Buffet, Ulysse et les sirènes. Vous connaissez Ulysse et les sirènes, j'imagine. Le médecin dirait, bon, traverser un banc de sirènes et se jeter à l'eau ou dans l'air, ça n'est jamais qu'un problème purement physiologique, c'est un problème de vascularisation. Il y a un certain nombre de litres de sang dans le corps, et quand tout le sang est attiré dans une partie du corps, un corps caverneux notamment, il n'y en a plus assez pour le cerveau. Jurisprudence Strauss-Kahn. C'est exactement ça que fait Ulysse. Ulysse invente les boules qui met des boules qui dans les oreilles de ses compagnons, mais lui, il garde la tête sans boules qui et il va tout entendre, tout écouter. On est dans une approche qui est une approche de tension éthique. Quand je siège en comité local d'éthique au CHU, qu'on vient nous amener un cas sur lequel on va devoir rendre, non pas une décision, mais un avis, nous devons accepter de tout entendre, y compris ce qui nous heurte au plus profond de nos convictions. On n'est pas obligé d'être siégé dans un comité d'éthique, mais si on y est, il faut accepter d'entendre le chant, non pas des sirènes, mais des possibles, qu'ils soient techniques, technologiques, mais aussi sur des situations personnelles. La tête d'Ulysse serait l'éthique. Ulysse, il est attaché au mât. Un homme, ça s'empêche, écrit Camus. Et le corps d'Ulysse serait le droit. On passe du possible ou des possibles au souhaitable pour une société donnée, dans un temps donné et dans une approche positiviste. Mais il y a le juste naturalisme qui parfois va conduire effectivement à remettre en cause la loi des hommes. C'est Antigone à Créon. Créon interdit la sépulture de Polynice et Antigone va transgresser. Ainsi tu as osé violer mes édits, c'est que Zeus ne les a point faites. Donc il y a aussi dans la normativité juridique ce discours entre positivisme et juste naturalisme. Et donc une fois qu'on sait qu'on discute en termes de normativité, approchant la relation de soins, on voit qu'il y a parfois une certaine confusion puisque éthique, déontologie, droit sont souvent étudiés ensemble. Je prends l'unité d'enseignement 3 des études infirmières aujourd'hui, elle s'intitule « Législation et éthique ». Ce qui veut dire que l'on considère que l'on peut étudier ensemble la législation, le droit que je qualifierais en bois brut, et l'éthique. Ça n'est pas impossible à condition de bien faire la part des choses et de dire dans quel champ normatif on est. Alors bien entendu, il y a de vieux principes. On dit souvent avant tout ne pas nuire, ensuite soigner, mais au sens de curare, pratiquer la cure, la curation appropriée. Non, c'est avant tout avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire. Mais l'utilité, est-ce qu'on l'entend comme la quête de la guérison ou comme le mieux-être, le mieux-vivre d'une personne au risque de sa vie? Le tout dans une relation de soins qui est un colloquium, un entretien confidentiel, un colloque singulier, dira Duhamel, colloque singulier entre le soignant et l'être souffrant, et Péquignot comparera ça, cette relation de soins, au théâtre classique. Il y a unité de temps, de lieu et d'action, mais c'est aussi la rencontre entre une technique, la médecine est une techné, un savoir-faire, mais elle n'est pas que ça, une technique et d'un corps, mais aussi entre deux âmes, ou, pour parler de façon plus moderne, dit Péquignot, entre deux personnes qui interagissent. Sauf que nous sommes rentrés dans l'ère de l'équipe et de l'équipement, et ce colloque singulier, dans le secret du cabinet, eh bien, il est peut-être aussi devenu un colloque pluriel, équipe, avec la collégialité. Et puis, il y a des écrans techniques qui opacifient la relation de soins. Des écrans techniques qui vont opacifier la relation de soins et qui nous rendent nécessaire de nous interroger sur ce que nous pensons aujourd'hui, à la fois dans une approche éthique et au-delà dans la normativité juridique. Qu'est-ce vraiment qu'une relation de soins et qu'est-ce que soigner veut dire? Je prends les propos d'un médecin, vous le connaissez, probablement l'avez-vous lu pour certains, Luc.
Hein, vous vous souvenez de l'épître de Paul? Voilà, ça fait 10 minutes, je suis à peu près à la moitié. Mais je vais conclure. Salutat vos, Lucas medicus carissimus. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Le Samaritain, ému de compassion, alors que le Lévite et le sacrificateur sont passés outre, s'arrête et il a un acte technique de traumatologie conforme aux données acquises de la science telle qu'est dictée par la haute antiquité de santé. Pourquoi, quand tu le regardes... Les données acquises de la science s'apprécient au jour de l'acte. Les données de la science s'apprécient au jour de l'acte, oléothérapie, œnothérapie. Acte de traumatologie, puis il prit soin de lui. Il y a donc ambivalence de la relation de soins. On a nécessairement le plus petit commun dénominateur qui est l'acte technique, mais il faut aussi penser à prendre soin. Sauf que peut-être aujourd'hui, si on prend ce tableau, que vous reconnaîtrez peut-être, on voit bien que cette ambivalence, elle est toujours là, mais il n'y a plus une personne, il y en a deux. Alors c'est Ciencia y Caridad de Pablo Picasso, tableau de jeunesse, 1897, et vous voyez la malade, et dans une part du lit, vous avez le soignant en redingote, un dispositif médical dans la main, ça montre, de l'autre main, il prend le pouls de la patiente, et de l'autre côté, vous avez le prendre soin, alors elle m'a pas l'air très charitable, mais ça c'est une opinion personnelle, la sœur de Vincent de Paul qui a amené timbale d'argent avec médicaments, bouillon, de l'eau pour rafraîchir, et l'enfant. Vous remarquerez que l'homme qui se livre à la technique, l'homme avec un grand H, est un homme, un mâle, et que l'amour, agapé, la charité et le prendre soin, ici, c'est une femme, une religieuse. Et que l'homme, le médecin, ne regarde pas le patient. Le patient, l'humain, ne l'intéresse pas tout simplement parce que ce constat fait par Didier Sicard doit peut-être être développé. Peu à peu, la médecine moderne a fini par considérer la maladie plutôt que le malade. Le médecin tente à devenir un technicien de l'organe, et le patient un simple consommateur. Alors, c'est sévère, il suffit de réfléchir à ce qu'est effectivement le soin, qu'est-ce que soigner veut dire, comme on est invité, non pas par UPV, non pas par Montpellier 3, mais par l'université Paul Valéry, je citerai Paul Valéry, soigner, c'est un poème. Soigner, c'est un poème au sens de poiesis. C'est une création. Soigner, c'est créer. C'est créer avec une difficulté sur le plan éthique. Comment crée-t-on dans une médecine standardisée, protocolisée, comment, par la création, on respecte à la fois la réitération du savoir-faire et l'individualisation de la prise en charge. C'est peut-être dans l'approche du CARE que cette individualisation va pouvoir se faire. Je conclus par cette diapositive. Soigner, c'est donc une omelette au lard. Dans l'omelette au lard, deux animaux interviennent. Il y a l'animal qui est concerné, il y a l'animal qui est impliqué dans une relation de soins. Dans une relation de soins, vous aurez tous ceux qui sont concernés, le médecin, l'entourage, la famille, tous les soignants. Et puis vous avez la personne impliquée. Dans l'omelette au lard, la poule est concernée, ses œufs sont incorporés, mais son corps ne l'est pas, même s'il peut être au bord de l'épuisement parfois. Et puis vous avez le porc, il est dans l'omelette. L'objet de la décision médicale, pour l'entourage et pour les soignants, c'est un traitement. L'objet de la décision pour le patient, c'est lui-même. Non pas en tant que corps vivant et malade, mais en tant que corps vécu. Ce qui nous pose un certain nombre de questions. Je vous cite juste ce propos de deux Sud-Africains, on ne sait jamais auquel des deux l'attribuer. Alors il y en a un qui a une petite destinée en Inde par ailleurs. Ce que vous faites pour moi, contre moi, sans moi, pardon, vous le faites contre moi. Et ça pose effectivement la question de savoir, dans une fiction qu'est le droit des patients autour de l'autonomie, qui est bien entendu une fiction de l'égalité, non pas l'égalité de savoir. Le soignant saura toujours beaucoup plus que le patient. Comment, mais c'est une égalité de statut
juridique notamment, nous avons 2 personnes, comment je promeus l'autonomie du patient tout en étant conscient de sa vulnérabilité et comment je garantis une autonomie dans la dépendance. Équation à 2 inconnus qui n'est probablement pas de ma compétence. Juste, je rappellerai que le terme thérapeutique, qui est aujourd'hui défini par l'Académie nationale de médecine comme la discipline qui permet de se consacrer aux moyens pouvant être utilisés pour supprimer ou guérir une maladie, si l'on revient au sens originel, thérapeutikos et thérapein, ça ne veut pas dire chercher à guérir, ça veut dire prendre soin. Et donc, le prendre soin, il est au cœur de ce qu'est la définition même du soin, qui est ambivalent, à la fois curation, mais aussi se prendre soin, même si dans le langage français, le mot soigner a les 2 significations. Je vous remercie. François, c'est toujours un grand bonheur de t'entendre et avec des parallèles, faut bien le dire, un petit peu osés parfois, notamment sur l'omelette au lard. Donc, tout à l'heure, il y a quelque chose que vous avez soulevé, moi, que je trouvais... c'était notamment sur l'autoplagiat, là, qui est quand même une question, moi, qui me perturbe un petit peu, parce que moi, je considère que je ne fais pas de plagiat quand je récupère mes propres hypothèses de recherche et que dans un autre article ou dans un autre bouquin, je les redéveloppe, etc. Et à la limite, je m'autocite. C'est pas bon, ça, l'autoplagiat ? Enfin, je ne sais pas, je connais que mon domaine, mais je sais que dans notre domaine qui est, je veux le dire, médical, technologique et autres, au jour d'aujourd'hui, il y a des revues qui font très très attention au fait que même si on a déjà écrit quelque chose d'une façon, on ne le réécrive pas exactement de la même façon. Ça pose des problèmes parce que quand il y a des descriptions technologiques, parfois on ne peut pas inventer des choses complètement différentes. Et voilà, donc c'est un sujet qui est difficile, quoi. Mais j'ai déjà vu passer des remarques là-dessus. Et j'ai même été alerté parce que certains laboratoires, nous dans notre domaine, utilisent des traducteurs pour corriger l'anglais. Bon, on écrit tous en anglais, mais parfois dans de grandes revues, on veut faire revoir l'anglais. Et ces personnes qui donc centralisent les textes et voient les textes des uns et des autres disent attention, là il y a de l'autoplagiat parce que dans l'article précédent, j'ai retrouvé exactement le même paragraphe. Alors quand c'est de la discussion du commentaire, bon, ça, on peut facilement le contourner. Mais quand c'est de la description purement méthodologique, que ce soit une technique, moi, dans mon domaine de prélèvement ou autre, je suppose que chez Alain, quand c'est un processus ou informatique ou un dispositif informatique ou électronique, c'est compliqué à le décrire autrement. Voilà, donc voilà, à certains moments, je me demande, est-ce qu'on n'en fait pas trop, quoi ? Voilà, peut-être, je ne sais pas. Bonjour, alors merci déjà pour vos interventions. Donc, je suis doctorante en anthropologie à l'EHESS. Je travaille sur le don et les violences alimentaires. Donc forcément, l'éthique est présente en fait autour tant du don que de la manière dont on donne, etc., que de la nourriture. Et la question que je me pose et que je vous pose aussi pour avoir différents éclairages, c'est que j'ai l'impression que plus on parle d'éthique, plus ça se dilue, que peut-être qu'avant on n'en parlait pas trop, mais qu'il était peut-être plus présent. Je pense notamment au comité d'éthique, où les gens sont regroupés. En effet, comme vous l'avez tous souligné, les paroles de chacun peuvent être entendues, tout peut être dit. Mais ma question porte en fait sur le devenir de ces paroles. Et vraiment dans l'idée de la frontière de l'éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces mots qui sont dits, et notamment des sujets non consensuels. Parce qu'aujourd'hui, dans ce que j'observe, c'est qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas consensuels, et que du coup, on dit on doit trouver un consensus, on a déjà beaucoup à faire pour amener les gens à trouver un consensus ensemble, et donc on évacue les questions et certains sujets, notamment certains sujets qui ont des conséquences irréversibles sur le devenir de l'humanité. Donc là, on n'en a pas parlé, mais je pense vraiment à l'introduction des biotechnologies, ce que ça porte dans le corps et dans la médecine, ce que ça porte au niveau de l'alimentation et dans la culture paysanne.
des sociétés qui disparaissent, etc. Donc voilà, moi, ma question porte sur après, et puis du coup, j'avais envie de dire, s'il doit y avoir une suite à ces journées doctorales, il y aurait peut-être un sujet sur éthique et tabou. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on parle d'éthique, mais on se censure aussi sur tout un tas de trucs, parce que comme il faut prendre en compte la parole de tout le monde, pas nécessairement froisser, voilà, il y a des zones comme ça qui peuvent encore être creusées. Là-dessus, effectivement, vous abordez un problème important, c'est-à-dire que forcément, dans les comités d'éthique, par exemple, on est souvent entre soi. Donc, c'est souvent facile de fabriquer du consensus et parfois, il y a un peu de conformisme. Je crois qu'effectivement, on ne doit pas poser aujourd'hui les questions d'éthique, sans poser des questions politiques. Et donc, sans poser la question du lien entre éthique et démocratie. Et quand je dis démocratie, ce n'est pas seulement au sens d'un état de droit, au sens d'une forme démocratique, c'est aussi au sens des expériences démocratiques et des voix qui peuvent être portées, qui sont des voix de conflit, de dissensus, et qu'on doit quand même écouter et entendre. Et donc, de ce point de vue-là, l'éthique ne va pas sans la politique, sans une lutte pour des pratiques démocratiques, et donc sans aussi des pratiques de résistance politique. 120 battements de cœur par minute, eh bien, on voit bien comment, finalement, le mouvement en faveur des droits des patients, eh bien, n'avance que parce qu'il y a des luttes politiques, que parce qu'il y a de l'activisme, de la même manière que la voix des femmes ou les voix des femmes telles qu'elles sont portées par Carol Gilligan dans In a Different Voice, ça n'a de sens aussi que par rapport à des luttes politiques en faveur du féminisme et en faveur d'un déplacement des voix justement politiques et de la possibilité. Donc ça suppose des luttes politiques. Et ça suppose aussi une appréciation des rapports de domination, bien évidemment. Donc il n'y a pas d'éthique sans politique et sans une conception aussi de la politique comme forme de résistance démocratique. Aussi rapidement que possible sur une question complexe. D'abord sur la multiplication des comités, effectivement, ça pose une question fondamentale. Est-ce que la création d'institutions éthiques n'a pas pour travers d'avoir une institutionnalisation du discours? Alors sur le travail des comités d'éthique, je crois qu'il y a une règle d'éthique du fonctionnement des comités d'éthique qui est que quand on publie les avis, on doit toujours publier les opinions dissidentes. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que le comité donne un avis, non pas de consensus, mais un avis de majorité qui ne doit pas être un compromis. Et si on sait qu'on va publier les avis dissidents, à ce moment-là, on ne cherche pas le consensus. Ceux qui ne sont pas d'accord auront le droit au chapitre. Et ceux qui vont devoir lire l'avis, eh bien, ils auront toutes ces opinions. Ensuite, ça pose une seconde question, me semble-t-il, c'est la question de la porosité entre le logos, le discours éthique émis notamment par les comités, mais pas uniquement, et les autres sources de normativité. Comment, effectivement, le discours, les avis sont reçus par le politique pour notamment devenir du droit. Et là, je vous engage, mais je suppose que vous l'avez lu, c'est peut-être de lire Harry Potter. Alors, l'autre. Harry Van Potter, un pont pour le futur, puisque justement il appelle de ses voeux la création de ces comités pour être une parole peut-être pas dissidente mais dissonante qui va forcer les politiques à agir et à prendre en considération ces discours-là qui ne sont pas des discours encore institutionnalisés. Donc lui appelle à l'institutionnalisation, mais on peut en discuter. Bonjour. Voilà, donc je vous remercie pour toutes vos réflexions très, très actuelles, évidemment. Hélène Morel-Indard, je suis professeure de littérature à l'Université de Tours et j'ai travaillé beaucoup sur les questions d'originalité et de plagiat. Alors, ce sur quoi je voulais rebondir, c'était sur votre interrogation concernant l'autoplagiat. Il me semble, professeur Mercier, que c'est presque à contre-cœur que vous choisissiez le terme d'autoplagiat pour, en réalité, des pratiques que vous avez décrites,
professeur Fortier, et qui sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que dans la recherche, évidemment, il y a un processus de maturation qui fait que il y a un état de la réflexion, il y a un état des résultats qui ensuite va être complété et au fur et à mesure d'une carrière au sens de tout un cheminement de la recherche. Alors, comment ça se traduit dans la publication? Il ne s'agit pas du tout d'auto-plagiat. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir clairement répéter ce qu'on a déjà dit, et comme vous le dites à l'instant, entre guillemets, avec référence à l'ouvrage dans lequel, ou à la revue, à l'article dans lequel on a déjà expliqué tout ça. Sauf que, eh bien, comme on le fait avec ses prédécesseurs, on le fait avec soi-même. On s'appuie sur ce qui nous précède pour ensuite prolonger la réflexion, approfondir. En quoi est-ce qu'il y aurait ici plagiat? En quoi est-ce qu'il y aurait auto-plagiat? Je crois que, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le plagiat très longtemps, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, on voit le plagiat partout. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais du coup, non, vous avez raison. Il n'y a pas d'auto-plagiat dans ce cas-là. Il faut se traiter soi-même comme un de ses prédécesseurs, à partir duquel on travaille. Mais là, il y a tout un appareil critique, tout un système de référencement qui est nécessaire. Voilà. Écoutez, je voudrais quand même signaler un document que j'ai trouvé qui s'appelle « La diffusion plurielle des productions scientifiques de leurs auteurs ». J'aime beaucoup le titre parce qu'on ne parle pas de plagiat, on parle de diffusion plurielle des productions scientifiques par leurs auteurs. Et c'est la Société française de management qui a publié ça justement pour guider un petit peu ses enseignants-chercheurs dans cette pratique de, alors je vais dire, de l'autocitation. Et c'est très très bien fait. Voilà. Sur la multiplicité des comités d'éthique, moi je suis, comme vous-même, extrêmement prudente. Je connais des universités qui se sont dotées de comités d'éthique pour légitimer des pratiques absolument scandaleuses. Voilà. Mais là, on n'entre pas dans le détail puisque c'est un sujet toujours tabou. Merci beaucoup. Si je peux, juste un petit mot, parce que je comprends que nous sommes... Je pense que ce problème d'autoplagiat, c'est extrêmement complexe, parce qu'aussi, en fonction des domaines scientifiques, c'est très différent. Ce que vous venez de dire, avec la notion de progression, je suis un acteur de l'évolution de la science avec ceux qui m'ont précédé, je l'entends parfaitement bien, et ce n'est pas de l'autoplagiat, à mon sens, dans ce cas-là. Mais dans certains domaines scientifiques, où vous rapportez des faits antérieurs sous forme de méthodologie développée et autres, obligatoirement, dans votre article scientifique, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Alain, mais on a automatiquement des choses qu'on ne va pas réécrire toujours de façon complètement différente, parce que si on change les termes, on est par exemple moins précis, et là ça devient compliqué. Voilà. Ben oui, mais oui. C'est pour ça que c'est complexe, mais je partage beaucoup de votre analyse. Absolument, merci beaucoup. Monsieur? Bonjour, voilà, Nabil Asnawi-Abri, moi je suis en doctorat de géographie et aménagement, plutôt sur des questions de participation d'agriculteurs à la définition de politique alimentaire territoriale. En fait, j'avais deux questions pour vous. La première, ce qui me choque, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on sent une analyse, mais à un moment justement que j'ai envie, enfin en tout cas, de questionner la dimension politique justement de l'analyse. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a quand même une torsion, une tension, on pourrait dire, entre d'un côté une certaine voilà, le care, la lenteur, l'idée de prendre le temps, avec un environnement quand même qui est globalement plutôt sur une forme dominante de violence et de concurrence, puisqu'en fait le but c'est quand même d'être celui qui est sélectionné, et il n'y en aura pas 3 de sélectionnés, il n'y en aura qu'un par exemple, et un environnement plutôt de l'immédiateté, de la rapidité, que de la saveur, la lenteur, etc. Donc déjà pour moi, comment on arrive, quel est votre point de vue sur cette, quand même, pour moi, cette torsion, quoi, cette tension entre un environnement dominant et ce que vous parlez de là, qui est pour moi, qui est complètement à l'opposé en fait des valeurs dominantes, qui sont, pour résumer, quand même immédiateté et violence. La deuxième question, c'est la question finalement, il y a un mot que vous n'avez pas tant utilisé, quand même, qui m'intéresse, c'est justement l'autorat. C'est-à-dire que qui est auteur finalement? Parce que, comment dire, pour moi, l'éthique elle est quand même reliée à qui parle en fait, et d'où il parle.
Et là, moi personnellement, je suis confronté à des vraies questions sur, on va dire, une culture scientifique qui n'envisageait même pas certaines personnes comme auteurs, alors qu'aujourd'hui arrivent des personnes en fait qui elles-mêmes peuvent, d'une certaine façon, en fait, se revendiquer du statut d'auteur. Je pense par exemple à des agriculteurs que j'interroge, qui sont des gens qui ont bac plus 18, etc., qui ont des carrières très très complexes, voilà, avec des compétences réelles, et du coup, où on peut dire qu'ils contribuent à la recherche bien au-delà que d'amener juste une donnée dans des enquêtes. Ils contribuent également au cadre théorique de la recherche, par exemple. Voilà. Donc comment on fait, en fait, si vous voulez, pour aussi, dans cette dimension de l'éthique, reconnaître aussi l'élargissement de la notion d'auteur. Merci. Sur le deuxième point, sur les auteurs, là aussi, je crois que la difficulté pour vous répondre, moi, l'analyse que je fais sur votre question, c'est que les domaines sont très différents. Vous prenez un mathématicien, il est auteur tout seul. Vous prenez d'autres domaines scientifiques, on est auteur plusieurs. Nous, dans nos domaines, que ce soit la recherche biomédicale et autres, il y a toujours un auteur principal, si vous voulez, un chef d'équipe ou un leader, et derrière, c'est à lui de définir qui a contribué à la recherche et qu'il va mettre en co-auteur. Votre agriculteur qui vous apporte le corps de votre recherche, je dirais que c'est à celui qui va commencer à prendre le leadership sur la rédaction de l'article, qui s'il juge que sa recherche n'aurait pas pu être faite sans cette personne et que la contribution est importante, à lui de le mettre. Et je trouve qu'il serait éthique de mettre cette personne en tant que co-auteur. Mais ça, c'est très, très variable en fonction des... Un autre aspect, puis je m'arrête là, c'est que souvent, vous savez, quand il y a vous parlez de l'autorat, mais avec... dans certains domaines, il y a un seul auteur, dans d'autres domaines, il y a 10 auteurs. Vous avez des disciplines où, pour éviter qui est premier auteur, qui est dernier auteur, on met par ordre alphabétique. Dans d'autres, dans mon domaine, on considère que celui qui est premier auteur, c'est celui qui a fait la majorité du travail. Au milieu, c'est le ventre mou de la publication, passez-moi l'expression. Et puis après, le dernier auteur, c'est en gros le patron de l'équipe ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est variable en fonction des domaines de ce point de vue-là. Mais je crois qu'effectivement, pourquoi pas associer, bien sûr, des gens qui ont contribué à votre recherche, même si c'est un aspect de terrain, comme vous l'indiquez. Je répondrai volontiers du coup sur la première question. Parce qu'effectivement, elle est très judicieuse et pour le coup, j'ai travaillé là-dessus, à savoir qu'effectivement, il n'y a pas d'éthique du Caire sans une connaissance, on revient à la notion de connaissance de la société telle qu'elle va. Et donc là-dessus, je crois qu'il est très important de réfléchir sur l'éthique et la possibilité d'une politique du Caire à partir de tous les textes qui ont été écrits depuis un certain nombre d'années sur les néolibéralismes et justement la transformation du libéralisme avec la figure de l'individu entrepreneur. Et là, ça peut aller des travaux de Michel Foucault à ceux de Wendy Brown aux États-Unis et à ceux de Serge Audier aujourd'hui. Donc oui, il faut bien une appréhension de connaissance de l'ici et maintenant et de ce qu'on vit en termes d'immédiateté et de connaissance, en termes d'immédiateté et de violence, et que moi je ramènerais volontiers à la notion de néolibéralisme. On peut aussi parler de capitalisme post-industriel. Enfin, on peut. Mais en tout cas, donc il y a bien, on peut pas effectivement être angélique sur le domaine de l'éthique du Caire. Il faut bien repartir de la société telle qu'elle est. Mais la question, elle est à ce moment-là suivante. Est-ce que l'on doit accepter les choses telles qu'elles vont ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas penser quand même des transformations de la société ? Et est-ce que le rôle d'un chercheur, ce n'est pas aussi de connaître ce qui se joue en termes de transformation de la société, ce qui se joue en termes de lutte collective, ce qui se joue en termes de programmes politiques et qui peuvent nous proposer précisément des valeurs. Et je pense que l'éthique du Caire appartient à cet horizon-là et qui renvoie à une compréhension de l'humain, effectivement, et qui font qu'il faudrait sans doute, à l'âge de la révolution, justement, des nouvelles technologies, il faudrait sans doute bien repenser la démocratie, bien repenser la place de l'humain. Et dans ces cas-là, eh bien, le Caire peut valoir comme précisément ce qui nous fait transformer le réel tel qu'il va. Il faut bien dire qu'il ne va pas effectivement très bien.